grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête à la fois sirène et figure de proue de notre émission, Ariel Dombal. Une grosse tête dont le cœur est à La Rochelle et le cerveau à Paris, à moins que ce soit l'inverse, Valérie Mérès. Une grosse tête membre de l'Académie Goncourt, mais qui fut aussi récompensée par l'Académie des Césars, Philippe Claudel. Bonjour, bonjour. Quelle classe. Une grosse tête qui au théâtre Montparnasse joue Poiré Serrault à 19h et Freud à 21h, François Berléand. Une grosse tête qui chante, nous enchante et jamais ne déchante. Christophe Beaugrand. Bonjour. Dis donc. C'est bien parce que vous êtes venu au pied levé. Ah oui, ça m'étonnait aussi. Et le retour d'une grosse tête qui a créé le seul chat dont personne n'est allergique, Philippe Gueluc. À votre service. Je vous en prie, monsieur Gueluc, vous allez bien? Mais ça va bien vous-même. Heureux de vous revoir, vous m'avez manqué. C'est vrai, mais nous aussi. Ça fait longtemps. Nous aussi, nous nous manquons. Enfin, vous nous manquez. Oui. Oui, et Vous avez manqué et on votre se manque phrase. parfois, c'est ça. Beaugrand est ici exceptionnellement. Il Oui. n'était pas prévu, il a remplacé une autre grosse tête au pied levé. Et croyez-moi que la Belgique s'en réjouit. Hein. Je suis désolé, Philippe. Alors, c'est terrible parce que maintenant, je reçois des menaces de mort de Belges. C'est pas vrai. Ah ben, Si, j'ai reçu des menaces sur Facebook, là, l'autre jour. Des menaces de mort de Belges, mais Oui. des menaces de mort anonymes que les Belges signent. Non, c'est signé avec le profil de la dame. C'était une dame, elle était pas contente du oui, coup, oui. hein. Non, mais j'ai vu le message. Elle a dit on va vous tuer une fois. Ça va si c'est un Belge qui le fait. Mais je lui ai dit que c'était de votre faute. Hein. Ah oui, pourquoi? Ah, parce que c'est vous qui me demandez de prendre cet accent. Ah non, moi, je ne demande rien. Non. Mais on Mais je peut vais- te tuer parce que tu prends un accent. Mais oui, non, mais c'est parce Où qu'il va-t-on il le fait trop mal. Mais bien sûr, on est Encore bien le ferait-il bien? Nous l'applaudirions. Non, c'est une dame qui dit arrêtez de dire que c'est l'accent belge, c'est l'accent bruxellois. Hein. Oui, parce que Même pas. C'est une Attends, non. tentative. Oui, vous avez déjà pris l'accent belge dans une pièce, monsieur Berléand? quand même pas, faut pas exagérer. Mais mon grand-père étant liégeois, je connais l'accent liégeois. Ah, c'est comment alors l'accent Liégeois. liégeois? C'est plus doux. C'est l'accent liégeois. L'accent liégeois, c'est L'accent comme ça. liégeois. Et je crois qu'on dit oufti. Oui, on dit oufti et Oufti. l'accent liégeois, c'est comme ça. Voilà. C'est un petit peu traînant. Traînant. Ah oui. Tandis Tiens, que l'accent bruxellois, c'est C'est un comme... petit peu plus comme ça. Non, vous pas voyez. du Ah oui, tout, c'est mais pas du tout. l'accent liégeois, c'est l'accent suisse des Belges. Exactement. Voilà, c'est ça. Moi, j'adorerais entendre Ariel Dombal faire l'accent Ah oui, belge. vous voulez bien essayer, Ariel? Mais il faut savoir si c'est les Wallons ou les autres. hein. Les Flamands, les autres, c'est les Flamands. les autres. Ils vont pas être contents. là, hein. Alors, Allez-y. le Bruxelles, le Allez-y, Bruxelles. Alors, essaye. levez une patte et essayez. Alors, pourquoi une patte? J'ai pas compris. À cause des Flamands, Ariel. flamand. Ah, d'accord. Bon, alors je lève une patte. Est-ce que je pourrais avoir un cornet, Ok. un cornet de frites? Eh ben, une première citation donc. Hein. Ah, c'est magnifique, bravo. bien, oui. Ah non, bravo. Je prends. Bon, quand même. Ah non, c'est bien. Faites-nous une promesse, Ariel. Non, mais comment Ce soir, s'appelle? Oui. à table, demandez à Bernard Henry quelque chose avec l'accent belge. Voilà. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment s'appelle, j'oublie toujours son nom, le petit garçon qui fait pipi. Le mannequin Mannequin Peace. Une première citation, si vous voulez bien, pour monsieur Patrick Lévin, qui habite Soissons, un grand classique hein, pour démarrer, qui avait fait passer cette petite annonce. Vent, corbillard, occasion, levier de vitesse bloqué au point mort. Pierre Dac. Pierre Desproges. Pierre Dac, bien sûr, Bravo. Philippe Claudel, bravo Philippe. Ah bon. Pour Aurélie Torres, qui habite Noisy-le-Grand, qui a dit « Avant l'invention de la ligne droite, le plus court chemin d'un point à un autre avait vraiment une sale gueule. Coluche. » Non. Francis Blanche. Pas Francis Blanc. Jean-Yann. Quelqu'un qu'on cite régulièrement aux Jacques grosses têtes. Martin. Non plus, non. C'est de cette un de vos époque. confrères, monsieur Gueluc. Un dessinateur. Cavana. Et c'est François Ah, bravo. Cavana. Bonne réponse de Valérie Mérès.
C'est bien, hein. Une citation littéraire pour Jeanne Sauvestre qui habite à Rennes. Tout le monde connaît cette phrase, mais à qui la doit-on? Laissez-moi la lire jusqu'au bout, car certains d'entre vous, j'en suis sûr, en connaissent l'auteur. Très jolie phrase. Qui avait écrit « J'avais 20 ans et je ne permettrai à personne de dire que c'est le plus bel âge de la vie. » C'est une Jeanne femme. Calment. C'est une femme. Non, c'est un auteur. C'est un homme, un écrivain. Aragon. Ah non, pas du tout. Ah non. Un romancier, non. philosophe et journaliste français. Du 19e. Alors du 20e Du siècle. 20e. Ce n'est pas Sartre, mais c'est un contemporain de Sartre. Celui qui a écrit Eden Arabi, préfacé par Sartre. C'est pas lui. Camus? Non, Non. j'avais 20. Et romancier et journaliste. Journaliste. Et Et philosophe. effectivement, Et c'était. philosophe. Elle a absolument raison. Oui. C'est lui à qui on doit la célèbre phrase introductive du roman Aden Arabi. Voilà, Eden Arabi. Voilà, et c'est cette phrase. D'ailleurs, j'avais 20 ans et je ne permettrai à personne de dire que c'est le plus bel âge de la vie. Laurent, comme c'est une demi-bonne réponse, je propose que si on ne trouve pas, on n'envoie que 150 € à l'auditeur. Non, Ah mais je oui. pensais pas qu'on allait perdre un chèque RTL. Ah non. Aussi rapidement. D'autant, je vais vous dire que ça va pas paraître incroyable, mais cette question, j'ai commencé à la poser la semaine dernière. Je ne sais plus quelle grosse tête était là, et la grosse tête m'a interrompu avant que je termine la phrase en donnant le nom de l'auteur. Ah, oui. Et je dis mais non, laissez-moi terminer la phrase. Donc j'ai rangé la phrase et je vous la resserre aujourd'hui. Et là, il n'y a plus personne. Mais qui non, fait. mais si. Ben, est-ce qu'on peut appeler la grosse tête peut-être? Je crois que c'était Ariel Wiesmann. Je crois que j'étais là. Chiche, on le fait. Je crois que j'étais là en plus. Mais je m'en rappelle plus. Comme quoi, ça repart vite. Ah oui, bah ça rentre jamais même. Alors attends, On l'a dit, non. Bah, j'ai pas le numéro d'ariel. Ariel. Mais je suis là, j'ai dit Eden Non, mais Arabi. Wiesmann le cultivé. Attendez. J'échangerais bien mon baril d'Ariel contre un qui sait. Aden Et il n'y a Arabi. pas d'autre indice. Ah bah non, il n'y a pas d'autre Il y a indice. pas attendez. de trop. Non, Laurent, les 4 premières lettres de son nom de famille. Ah non, bah écoutez, je peux pas en dire beaucoup plus. Est-ce qu'il y a 2 syllabes à son nom de famille? Oui. Voilà. Paul Nizan. Paul Nizan. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Paul Nizan, on y est arrivé. Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver en ce lundi. Très belle semaine, tenez, c'est reparti pour les grosses têtes, 15h30, 18h avec Laurent Ruquier. On y va. Oh, un petit hommage, tiens, pour commencer, pour Monsieur Gautreau, Philippe Gautreau, qui habite le Ménil-Simon, c'est dans l'Eure-et-Loire, puisque c'est une dame qui se prénommait Rose et qui est décédée le 11 mars. Rose, le 11 mars 1982, hein, il y a un petit moment déjà. Cette Rose, c'est joli comme prénom, Ah Rose. oui. J'ai toujours Très beau. aimé ce prénom. Oui, ça fait penser à une fleur. Mais, mais son prénom est encore plus connu. Son nom de famille aujourd'hui est encore plus connu que son nom. Et il faut dire que c'est à la demande de son fils qu'elle a créé quelque chose qui porte encore son nom aujourd'hui. Vous dites c'est plus connu aujourd'hui? Son nom de famille Qu'à l'époque. Est très connu. Est toujours très connu aujourd'hui. Ah oui, donc il s'agit presque, on pourrait dire, d'une marque. Oui, absolument, madame. De Qui n'a boulangerie. rien à De voir boulangerie. avec les fleurs. Qui n'a Est-ce que rien c'est une à voir avec boulangerie les fleurs, la marque. Aucun rapport avec les fleurs, ni la boulangerie. Est-ce que c'est une marque de vêtements? De vêtements, alors... D'accessoires de mode? Oui, absolument, on peut dire ça. Ah oui, oui. oui. C'est pas la femme de Hugo Boss. Non. C'est pas Rose Boss. Non, qui a- Mais Non, mais son fils, très connu et très célèbre, lui peut-être plus encore que sa maman, mais le nom de la maman est plus connu que le fils. Je sais pas comment vous expliquer Oui, on ça. comprend. Voilà. Mais c'est son il porte le même nom. mais c'est son fils. Ah non, il porte pas le même nom. Ah, car d'accord. Elle, ça devait être son nom de jeune fille, voyez-vous. Et, Alors. et c'est vrai que c'est son fils qui lui a demandé, pour son travail à lui d'ailleurs, de créer quelque chose. Elle l'a fait. Et cette chose porte encore son nom à Alors, Rose. est-ce que ce serait dans le domaine de la parfumerie? De la parfumerie, non. Est-ce que Bah, ce- il me semblait que vous saviez quand j'ai commencé à poser la question. Non, parce Ariel. que je pensais à Rosa Luxembourg. Oui, bien sûr. Oui, c'est pas. Qui est né- Voilà, qui est- j'étais qui est morte en très- 82. Et qui a créé le Luxembourg. Ouais, Voilà. Il doit pas s'ennuyer le soir, BHL, quand même. Et imaginez tout ça avec l'accent bruxellois. Ah, on se marre. Ça Hein. doit lui
vider le cerveau. Quoi donc? Eh ben, à BHL. Ah, tu veux dire que c'est... Alors, Les vases Laurent, Les vases Donc ça communicants. se porte, Laurent, ça se porte. Ah oui, ça se porte. Est-ce que ce sont des chaussures? Oui, des chaussures. Ah, des chaussures. Donc on cherche une marque de chaussures. Alors, Etam, Weston. les, Eh par- ben, il les pâtes au faudrait gaz. être fou pour dépenser plus. les paraboutes. Rose et Rame, non. Rose Parabout, non plus. Mais attendez, vous Minelli. dites, c'est pas son nom qui sert à la marque. Pardon? C'est pas son nom, disiez-vous, qui sert à la si, marque. Mais si. non, c'est son nom de jeune fille. C'est Non. Rose, c'est le fils qui n'a pas Rose le même nom. Converse. Non, c'est le fils qui n'a pas le même nom, mais D'accord. Rose Adidas. Ah, Rose Crocs. Rose Crocs, non. Rose. Attendez, je sais, j'ai vu sa photo. Elle est d'origine asiatique, elle s'appelle Rose Tong. C'est bien connu, les pères de Rose Tong. Alors, Ah, mais on a Rose. connu, vous pensez à cet Écossais qui portait un kilt très très court. est-ce oui que ce Oui. serait Et vous Rose, voyez sa paire de Rose Tong. C'est passé Ah oui. juste en dessous. Rose Lacoste? Rose Lacoste, Oui, bien bien sûr. sûr. oui, Rose bien sûr. Godillot. Ah non plus, non. Rose Est-ce que ce Puma. sont des chaussures qui sont donc toujours à la mode aujourd'hui? Est-ce que ça ressemble à des baskets ou sont... Ah, beaucoup en portent encore. Rose oui. Bata. Les Ah, jeunes ça mettent y ça, est. c'est à la mode. Les Clark. Je sais ce que c'est, Rose Charentaise. Ah, bien sûr. Ah Est-ce non, que c'est- c'était les chaussures que portait Serge Gainsbourg. Ah, exact. Répétons, Répétons. Rose Repetto. Excellente réponse. Eh oui. Eh oui. En 1947, Rose Repetto a fondé la société Repetto à la demande de son fils Roland Petit. C'est Roland Petit qui... Oh, c'est mignon. Eh oui, jeune danseur, était courbattu de ses cours de danse, il rentrait épuisé et parfois ses pieds étaient même rouges de sang. Oh. Et bonne couturière, Rose Repetto a décidé de concevoir un chausson qui permettrait une plus grande aisance dans la pratique de ce sport, de la danse, pour son fils Roland. Et puis elle a donc créé un peu plus tard les ballerines Cendrillon qu'elle a dédiées à Brigitte Bardot. C'est Brigitte Bardot qui a porté les premières Ah oui, non, Dieu Repetto créa la femme. célèbres. Et puis ensuite, effectivement, Valérie Mérès a raison. Serge Gainsbourg a souvent porté des Repetto avec ses jeans. Rose Repetto Et est est-ce morte. que, pardon, Oui. Rose Repetto, Oui. pour son fils, a fait créer les fameux tutus? Merci de merci de m'avoir interrompu pour ça, Ariel. Elle a des drôles d'idées. quand Non, même. Vous mais- savez que c'est l'autre nom des avertisseurs sonores qui font eux aussi Non. Contrairement au vous de Zella. Joli. Non, mais- Rose Repetto, en tout cas, a ouvert une boutique au 12 rue de la Paix. Moi, j'ai jamais porté de Repetto. Qui a porté des Repetto Moi, ici? j'ai jamais. porté des Ah, Repetto. ah oui, ça m'étonne pas. Oui, Ah oui. bah évidemment. Ah oui. Mais j'ai surtout porté des tutus. Parce que ça n'a rien à voir. Enfin, quel rapport? Mais parce qu'il y a aussi des très beaux tutus. Oui, oui, bien sûr, d'accord. Enfin bon. Elle a Oui, envie de mais parler de enfin- tutu, laissez-la parler de tutu. Non, mais le tutu est quand même un sommet dans l'habillement des femmes. Oui. Non, mais... Enfin, au quotidien, il y a peu de femmes Vous qui en portent des mettez tutus. encore, Ariel, tous les soirs, des Pas beaucoup tissus de femmes non, mais- avec des Moi, tutus, moi. personnellement, je me promène rarement en tutu. C'est-à-dire que ça rappelle Fantasia, du coup. En tout cas, c'était bien qu'on rende hommage à Rose Repetto, décédée le 11 mars 1982. Elle avait quand même déjà 81 ans quand elle est décédée. Elle était née en 1900. Elle n'a pas connu son 82e anniversaire. Elle est morte juste avant. Mais quand même, voilà, Rose. Excusez-moi Laurent, mais comment peut-on naître en 1900 et mourir à 81 ans, 82 ans plus tard? Elle est morte en mars et elle aurait eu 82 ans au mois d'août. Voilà. voyez-vous. Quelque chose à Philippe, rajouter, on ne l'est Philippe? pas Très bien, quand non, non. Eh, pardon, mais ils sont quand même très cons. Ah, tu vas recevoir quelques lettres, alors. Ah là, ouais, mon Dieu. Est-ce que vous voulez que je vous le répète une fois encore? Non merci, ça ira comme ça et je dirais Laurent, tutu. RTL, 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier. RTL, les grosses têtes répondent aux auditeurs. Sur notre adresse lesgrossetêtes@rtl.fr, on a choisi le message de Guillaume pour commencer. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Et Bonjour, Guillaume, je suis Guillaume. très content d'ailleurs de votre message. Ça tombe bien parce qu'en plus dans les citations tout à l'heure, on a effectivement glissé encore une citation de celui que manifestement vous aimez beaucoup. Oui, tout
tout à fait. Moi, je suis ravi que vous en mettez de plus en plus des citations de François Cavana. Eh oui, bravo. L'auteur d'Héritage, le créateur de Harakiri avec le professeur Choron, revient régulièrement dans nos citations. Et pourquoi vous l'aimez particulièrement, Cavana? Alors, moi, chez moi, il y a toujours eu Charlie Hebdo posé sur la table, Harakiri, avant, mon père les collectionnait, et puis je pense que j'ai grandi avec lui, que ce soit avec les Rouskoff, les Rital, Bête et Méchant, les bouquins qu'on connaît bien. Et je pense que le bouquin qui m'a fait basculer à l'âge adulte, c'était en 2006, et ça s'appelle Le Voyage, et pour moi, c'est l'un des plus grands livres que j'ai lus dans ma vie. C'est vrai? Et donc voilà, chaque fois que vous le citez, ça me fait plaisir. Ah j'ai jamais lu Le Voyage. Voilà un bon conseil de lecture. Alors dites donc, moi je le note, Le Voyage de Cavana. Donc on va essayer de se procurer ça parce que moi ça me tente. J'avais lu les Rital évidemment, mais j'en ai pas lu tant que ça de Cavana au fond. Mais c'est vrai que c'était un superbe collègue. Oui, un homme merveilleux, un aspirateur, un grand auteur, un immense romancier. J'ai entendu aspirateur. Vous avez dit aspirateur. Ah non, vous avez dit aspirateur. Ah non, j'ai dit aspirateur. Ah, j'ai entendu aspirateur. Vous avez... C'est curieux. Il faudra vous faire inspirer les oreilles parce que j'ai dit aspirateur. Non, mais moi, avec son cheval Tornado, il était formidable. Et non, un grand bonhomme adorable. Oui, moi je confonds toujours les deux dessinateurs. Il y en avait un qui dessine toujours des shorts avec deux boules qui pendent. Ça, c'est Rézère. Ça, c'est les deux boules qui pendent sont des Ariel. Et c'était le gros dégueulasse. En tout cas, bravo et merci Guillaume pour ce conseil. On note le roman de Cavana, Le Voyage. Rien à ajouter? Eh ben non, écoutez, merci, continuez, merci beaucoup. Eh ben vous aussi continuez comme ça à avoir de bonnes et de saines lectures. Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous et toutes. Et Isabelle voulait prendre la défense d'Ariel Dombal, je crois. C'est bien ça Isabelle? Ah, c'est tout à fait ça. Merci d'avoir intercepté mon message. Je voulais en effet rendre à César ce qui appartient à César, et en l'occurrence à Ariel, et lui redonner justice suite à sa réponse de la semaine dernière, si je me souviens bien. Oui. On va y arriver. Il y a un suspense, il y a un suspense. Là, on imagine qu'il y a un truc répondu. Ça a intérêt à être énorme, parce qu'on attend là quand même. En ce qui concerne la figue de barbarie, et je ne sais plus quel était le terme initial que vous aviez donné pour trouver la figue de barbarie. Et Ariel avait répondu de suite, la tounasse. Exactement. Non, la tounasse. Ah, pardon. D'ailleurs, c'est la réponse qui avait été aussi donnée. Et en fait, tout le monde a surenchéri sur la réponse d'Ariel. Voilà, les gens n'y ont pas cru, se sont moqués de moi, et finalement, qui avait raison? Eh bien, Ariel. Exactement. Écoutez, c'est formidable. Écoutez-moi. Non, mais elle a raison, parce que les gens n'ont pas ça dit... va les sœurs Tounas, hein. Les sœurs Tounas. Justice à Axel. Oui. Et ben, vous terminez très bien, là. Oui. Axel Dombal. Bon, écoutez, l'essentiel, c'est de s'amuser ensemble. Hein. Vous êtes d'accord, Isabelle? Ah, mais exactement. Mais la preuve, vous voyez. Et puis, c'est vrai qu'elle avait sûrement raison, mais je demandais une réponse française. Elle nous donne toujours des réponses mexicaines, Ariel. C'est ça le problème, vous comprenez, Isabelle? Non, mais dans la vie, il faut être international. Mais bien sûr. Mais exactement. Mais vous avez même dit à un moment donné que même en mexicain, cela n'existait pas, la tounasse. Oui, exactement. Ils ont contesté le mot, etc. Ils ont tout contesté. Ah, mais on est très taquinos. On est très taquinos. Ah, mais moi j'adore. Ah oui, on est taquinos. Mais alors, à un point, vous imaginez pas, Isabella? Ah, mais si, j'imagine beaucoup. Et je vous entends tellement tous les jours et j'adore votre émission, bien évidemment, comme tout. Alors, c'est gentil. On vous embrasse, Isabelle. Fabien, maintenant. Bonjour, Fabien. Bonjour. Bonjour les grosses têtes, bonjour Laurent. Alors, qu'est-ce qu'il m'écrit, Fabien? Appelez-moi pour vous ouvrir les yeux sur la santé économique de l'émission. Hein, qu'est-ce que vous allez faire pour nous, alors, dites-moi? J'arrive pas à comprendre comment des gens aussi intelligents que vous puissent donner 300 € à des auditeurs lors des questions, alors sans doute ils ne connaissent pas la réponse, alors que dans le public, les pauvres, ceux qui connaissent la réponse, ne reçoivent que 100 €. Ah oui, c'est pas logique. C'est vrai, c'est vrai. Non mais ils sont d'accord. Hein. Ah non mais il a pas tort.
Alors, il a pas tort. Alors, il y a une petite différence. C'est vrai que le public pourrait mériter ne serait-ce que la même somme. Sauf que quand on demande, évidemment, la réponse à quelqu'un dans le public, il y a déjà eu 3 minutes de recherche qui ont drôlement fait avancer, évidemment, la question qu'on vient de poser. Et donc, il est plus facile d'y répondre au bout de 3 minutes qu'au tout début. Vous comprenez, Fabien? On peut pas offrir exactement la même somme. Mais non, c'est faux, puisque les auditeurs qui reçoivent, les 300 euros ne cherchent même pas. Ça, c'est vrai. Ils ont même rien fait, en fait. Ça, c'est vrai. C'est le principe même, vous voyez. Ils ont juste envoyé un texto. Non, mais ils se donnent le mal de trouver et d'envoyer. Mais non. Elle n'a toujours pas compris. C'est Laurent. Rappelez Isabelle qui pose la question. Juste, ils envoient un petit mail. Tandis que les gens présents sont venus, ont pris sur leur temps de travail, de loisirs, pour venir ici, et ils repartent parfois avec 100 malheureux euros. Oui, mais enfin, ils ont eu le plaisir de nous voir à l'heure. Ça vaut tous les euros. Et d'ailleurs, ils devraient nous rendre les 100 euros pour avoir le plaisir de nous avoir vus. Et puis, rien n'empêche le public présent, évidemment, dans la salle, d'avoir précédemment inscrit son nom pour être associé à une question. Alors que l'inverse est plus compliqué, voyez-vous, Fabien. Et il y en a même qui se sont inscrits, qui ont été cités à l'antenne. On n'a pas trouvé la réponse. Et la personne est parfois dans la salle. Boum, 400 euros d'un coup. C'est théoriquement possible. Je dirais même mieux, certains dont le nom est associé à la question sont chez eux, ont la réponse, mais ils peuvent pas nous la donner, voyez-vous, Fabien. C'est vrai. Vous comprenez, Fabien, que votre intervention est complètement hors de propos. Non, mais au fond, vous avez un peu raison quand même, Fabien. On vous embrasse. Patrick, maintenant. Bonjour, Patrick. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Alors, chaque fois que j'entends Monsieur Gueluc, que j'aime beaucoup, une petite colère monte en moi, dites-vous. Pour quelle raison, Patrick? En fait, Monsieur Gueluc est mon voisin à Ixelles. Et il fait construire un entrepôt derrière chez moi. C'est vrai? Un entrepôt. Et alors? Et il est moche. Et on a droit aux ouvriers à 6h30 du matin. Mais ça crée de l'emploi, cher ami. Des ouvriers au noir en plus. Alors, non mais désolé pour le dérangement, mais vous avez vu, si vous êtes voisin, qu'on vient de faire une superbe toiture verte pour respecter les règles environnementales et que cet entrepôt sera la base arrière du futur musée du chat. Mais il me demande quand même... C'est un voisin qui t'aime pas, de toute façon. Je vois la fin du mail de Patrick. Pourriez-vous nous donner une date de fin de chantier? Ça sera terminé au mois fin mai. Vous aurez les vacances tranquilles. Oui, c'est 2027. Oui, non. Vous avez un mois et demi à tenir. Parce que Patrick fait une proposition. Parce qu'il vous aime bien quand même, Patrick. Et il dit, peut-être il pourrait me libérer de tous ces bruits en achetant ma maison. J'ai une bonne offre pour lui. Venez me voir. Mais non, voilà, désolé pour le dérangement, mais dites-moi, laissez-nous vos coordonnées, je vous ferai signe. Non, mais pas pour la maison. Juste pour venir vous présenter mes excuses pour le dérangement et vous offrir un album du chat dédicacé. Est-ce que vous voulez un album du chat, Patrick? Voilà. Bien sûr. Ah ben voilà. Bon alors, écoutez, Patrick, on vous remercie, mais la prochaine fois, pour les querelles de voisins, c'est chez Julien Courbet. 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Valérie Mérès, Christophe Beaugrand, François Berléand, Philippe Claudel et Philippe Gueluc. Bonjour Philippe. Vous l'avez dit trop tôt. Vous m'avez dit bonjour un poil trop tôt, Philippe Gueluc. Vous avez cru que je disais votre nom, alors que c'était celui de Claudel. C'était ce truc, mais je voulais vous dire bonjour, malgré tout. Parce que c'est un petit détail que tous les auditeurs fidèles auront remarqué. Philippe Gueluc dit à nouveau bonjour à chaque début d'heure. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui n'étaient peut-être pas à l'écoute au début de l'émission et qui pourraient mal le prendre que je ne vous salue pas en début de... Merci Philippe. Mais je peux le faire plus souvent si vous voulez, dans l'émission aussi. Ça va aller. Bonjour Laurent. C'est-à-dire que le coucou belge est plus rare que le coucou suisse. Il arrive toutes les heures à Bien peu sûr. près. Bon. Mais chez nous, on a aussi des petits oiseaux dans des maisons comme ça qui, dans certaines familles, chantent cocu, cocu, toutes les... C'est pour le voisin qui vient d'appeler que vous dites ça? Une
Question pour monsieur Florent Vandel qui habite Bordeaux et la question concerne un président de la République qui détient un record puisque c'est le président de la République qui détient le record du mandat le plus court, toute République confondue, soit 6 mois et 20 jours. En France? Oui, en France. Ah, en France. De quel président de la République s'agit-il? Alors, est-ce que c'est dans les années autour de 40 par là? Alors, 40, quel siècle, cher Ariel? 20e. Donc 1940. Oui, par Non, là. pas du Est-ce que tout. c'est la Troisième République? On est en Troisième République, D'accord. absolument. Donc la Troisième République, c'est... Oui. La Troisième République. C'est avant la quatrième. 1875. C'est juste après, c'est juste après la deuxième. 1940. C'est 19e siècle. Édouard Herriot. Édouard Herriot. Il est mort assassiné ou il a démissionné? Il a démissionné et il estimait que vraiment le poste de président ne servant à rien, il n'avait aucun intérêt à rester plus longtemps à ce poste. Est-ce que ce serait pas Napoléon III? Non, 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 non. Il a donné quand même son nom à des avenues, ce monsieur? Oui, oui, ça c'est vrai. Est-ce que ce ne serait pas Paul Doumergue? Paul Doumergue, non, non. Une station de métro, peut-être? Alors, Même pas. je suis pas certain qu'il ait une station de métro. Il avait d'ailleurs refusé les hommages nationaux quand il est mort. Il est mort à l'âge de 60 ans en 1907 des suites d'une angine de poitrine et il n'a pas eu d'obsèques nationales en vertu de ses dernières volontés. Mais tout ça, vraiment, c'est... C'était un râleur quand même. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte très vite que sous la Troisième République, le président ne servait à rien. Et d'ailleurs, il est aussi le 3e plus jeune président de toute l'histoire des présidents, après Louis-Napoléon Bonaparte et Emmanuel Macron, voyez-vous. D'accord. Très bien. Parce qu'il a été président à 46 ans. Donc il était président vers les années 1885-90, quoi. Exactement, je peux même vous dire quand exactement, si ça vous intéresse. Du 27 juin 1894 au 16 janvier 1895. Et c'est vrai qu'il a des rues... Ah, il a passé Noël à l'Élysée quand même. Il a des... Oui, c'est vrai. Il a des rues partout en France, hein, ça tout le monde... Attendez, vous savez que les mathématiques sont un petit peu mon fort. Vous me dites 94-95, oui, donc oui. ça fait 2 ans et il est resté 6 mois. Non. Comment c'est possible? Non. Juin 94, janvier 95. Donc c'est un contemporain de Victor Hugo. Oui, et puis de plein d'autres gens. Sur la fin, alors, sur la fin de Victor Hugo. Il était mort, Victor Hugo. Oui, il était mort. Ouais, il est mort en 85. Mais non, il meurt à quelle date? Il est né en 1802, Hugo, donc... il est mort en quand 85. même. Voilà. 85. Donc il est presque contemporain de Victor Hugo, à quelques années près. Tu avais raison, Ariel. C'est comme là. Elle est de plus en plus tounasse. Hein. Est-ce que ça a un nom? C'est un genre... D'ailleurs, je peux vous dire que c'est le prédécesseur de Félix Force. Ah bah oui, bah celui qui est mort, vous savez, fameux. en bonne compagnie. Qui est mort en extase. En expectase. Non, En c'est extase. pas la même chose, Ariel. En extase. En Non, épectase. En épectase. Vous nous avez appris le mot la semaine dernière. Ah, c'est-à-dire que le dernier soupir, c'est L'épectase. l'épectase. Oui. C'est ça? Les derniers mots, c'est en général oh oui, ah. Et avant lui, c'est pour essayer de vous le situer, mon président, bien sûr. là. Et son nom, c'est quoi encore? Avant lui, c'était Parfois, ça marche. Sadi Carnot, vous voyez. Oui, il a été assassiné. Alors voilà. Alors, est-ce que- Carnot est fort. Est-ce qu'on pourrait voir le quartier à Paris? Oh bah non, Non, mais écoutez, j'essaye. Ah, non. Est-ce que c'est dans le 8e arrondissement? Oh non, mais je sais même pas où elle se trouve la rue. Ah bon, ouais, donc c'est une petite rue. 6 mois. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, une question comme ça? Ah bah si, c'est bon à savoir quand même, François. Ouais, c'est vrai. mais- Oui, mais enfin, Je suis sûr que vous avez déjà joué un président de la République. Non, vous pourriez en Non, tout cas. un psychanalyste de président de la République, j'ai fait, mais pas de... ou Emmanuel Macron vieux. Voilà. Voilà un beau rôle pour Voilà. Vincent Auriol. Non, Vincent Oh Auriol. non, c'est non, bien il a un après. boulevard, lui. Bon, C'est un son boulevard nom- ou une rue? Son nom est attaché à autre chose. Non, c'est une rue, On il le a connaît dit. pour autre Une chose. rue, ça tu ou vois, une pas rue. Bah, Il a un prénom singulier? il a un prénom que les enfants ont longtemps. Casimir Perrier. Ah, Perrier. Casimir oui. Perrier. Bonne réponse Bravo. de Christophe Beaugrand. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils. Oui, c'est un paradis. Et ben voilà, Casimir Perrier, avouez que vous le connaissiez. Ah oui. C'est le Oui, c'est record, le record du mandat le plus court des présidents de la République. Et c'est une excellente réponse de Christophe Beaugrand. Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
Nous voilà partis pour la Meuse où monsieur Philippard, Franck, nous attend. Bonjour Franck. Bonjour Laurent, bonjour l'équipe, bonjour les spectateurs et les auditeurs. Eh ben voilà, vous dites bonjour à tout le monde, vous êtes très poli monsieur Franck. Merci monsieur Ruquier. Vous êtes à Écuret en Verdunois très précisément. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'habitants à Écuret en Verdunois. 130. Ah, 130. Quand même. Vous connaissez tous alors. Ah bah complètement. Ah oui, c'est sympa. On se rencontre le matin, on se croise, on dit ah tiens toi, salut. Et... Enfin bon voilà. C'est ça. Poursuivez Laurent, c'est bien. Vous avez tout bien résumé. Bah non mais parce que je connais très bien la boulangerie d'Écuret en Verdunois. Il n'y en a pas. Ah bah il y en a plus depuis 20 ans. J'étais sûr. C'est terrible là, la désertification rurale. Là. Ah ne m'en parlez pas. Mais on était là pour en parler, voyez Franck. Mais oui, et puis vous êtes là tous les jours pour nous accompagner, ça c'est cool. C'est gentil. Et en plus, on va peut-être vous faire partir en vacances une semaine avec 3 personnes de votre choix en pension complète chez VVF. VVF sont... Ah, ça c'est top. Ah oui, c'est chouette, ce sont des vacances en famille. Il y a 100 destinations possibles. Vous choisirez sur vvf.fr celle de votre choix. Résidence, village vacances, camping. Tout ça est toujours à taille humaine avec la nature en décor, des vacances avec du sport, des belles rencontres, aucun ennui. Voilà ce qu'on nous promet chez VVF. Des clubs enfants. Je sais pas si vous avez des enfants, Franck. Bah non, j'ai un compagnon et un chien, ça me suffit. Écoutez, vous emmènerez celui des deux que vous voulez. Mais en tout cas, vous choisirez sur vvf.fr. Vous pouvez partir à 4, donc vous emmènerez des amis. Pour ça, Franck, il faut choisir parmi, évidemment, les différentes fake news que nous allons proposer. La vraie info, la seule. 5 fausses infos, une seule de vraie. On commence tout de suite. Tiens, si on commençait par Christophe Beaugrand. Les élections présidentielles russes se dérouleront du 15 au 17 mars prochain. Mais la victoire de Vladimir Poutine sera annoncée le 14 pour gagner du temps. Philippe Gueluc. Grande marée en vue. Très optimiste, les Parisiens espèrent voir Anne Hidalgo embarquée par une vague depuis le balcon de l'hôtel de ville. Philippe Claudel. La bourse de Paris bat tous les records, mais très loin encore derrière celle de PPDA, Nicolas Hulot et Gérard Miller. Valérie Mérès. Visite médicale pour conserver son permis de conduire. Finalement, seuls les conducteurs qui toussent plus que leur voiture seront concernés. Et François Berléand. François Hollande est devenu la 3e personnalité politique préférée des Français. Sondage pour lequel Valérie Trierweiler n'a pas été interrogée afin de ne pas fausser le résultat. Et j'allais oublier Ariel Dombal, Ariel. Voilà. Alors Franck, à Chartres, juste à côté de la célèbre cathédrale, une femme a décidé de traverser un chantier actuellement en cours dans la ville. Mais en traversant une dalle en ciment qui venait d'être coulée, elle s'est retrouvée bloquée dans le béton jusqu'aux cuisses. Alors, qui a dit la vérité, Franck, à votre avis? Alors, par élimination, Christophe Beaugrand, non. Vous oubliez Christophe et Vladimir Poutine, même si c'est vrai qu'on pourrait annoncer le résultat dès maintenant. Oui, on n'est même pas obligé d'attendre le 14 mars. Hein. Ensuite, mon belge préféré, Philippe Gueluc, non plus. Alors non, Anne Hidalgo ne disparaîtra pas avec une grande marée. Tellement bien. Dites donc, elle vous embête jusqu'à Écuret en Verdunois. Presque. Qui vous éliminez d'autres? J'élimine Monsieur Berléand. Oh bah c'est gentil. François Berléand sur le sondage de François Hollande. Il vous reste alors. Il me reste Monsieur Claudel que j'élimine aussi. Merci. Bien fait. Valérie Mérès, ma chouchoute, que j'élimine à regret. Alors il vous reste. Je pense que c'est Ariel. Ben oui, bien sûr que c'était Ariel Dombal. Merci beaucoup. Vous avez gagné. Et donc il y a une dame qui est restée bloquée dans le béton. Voilà, une femme s'est retrouvée coincée dans le ciment. Ça vous intéresse, vous, à TF1 hein? Ah ben oui, j'espère que c'était pas du Bouygues parce que on a suffisamment de problèmes. À Chartres, une piétonne a eu la mauvaise idée de traverser un chantier où le ciment était encore tout frais et elle s'est retrouvée en mauvaise posture. Ah, ça doit faire peur. Ah bah oui. Mais jusqu'à quelle hauteur? C'est une épaisseur de ciment considérable. Jusqu'aux cuisses. Est-ce qu'elle s'est pas rendue compte au début déjà que le trottoir était un petit peu Elle devait mou? plus avoir ma morphologie que celle d'Ariel. Hein. Oui, parce qu'elle s'est enfoncée très vite. Voilà. C'est vrai. Vous savez que je crois que c'est vendredi dernier, on avait Frédéric François comme invité du jour. C'est une méchante farce, méchante canular qu'avait fait Philippe Bouvard pour une émission de RTL. Il l'avait coulé dans le béton qui s'appelait RTL Non-Stop. Vous connaissiez pas cette histoire-là? J'ose jamais la rappeler à Frédéric François parce que je le trouve adorable. J'aime beaucoup votre compatriote. Bien sûr. Oui, mais
il est déjà venu, donc vous pouvez balancer. Oui, maintenant. c'était, mais puis c'était il y a très très longtemps, c'était dans les années, je crois, 70. Il y avait une émission sur RTL qui, je crois, s'appelait RTL Non-Stop à cette époque-là. Et Philippe Bouvard aimait faire des blagues, des canulars à certains des artistes qu'il invitait. Et il avait fait croire à Frédéric François que pour lui rendre hommage, comme on le fait à Hollywood, on allait prendre l'empreinte, non pas de sa main comme on le fait parfois, mais l'empreinte de son pied, place de la Concorde, et qu'ainsi il serait le premier à inaugurer cette nouvelle tradition. Et Frédéric François avait mis le pied dans le ciment frais. Oh non. Ils ont attendu, ils ont fait un discours exprès. Alors lui, il attendait. Et une fois que le discours était terminé, ils sont tous tirés, ils l'ont laissé. C'est génial, quelle horreur. Et ils l'ont laissé dans le ciment. Il a perdu une chaussure, du coup. Laisse-moi vivre ma vie. Mais on adore Frédéric François. C'était une méchanceté de la part de Mais c'était drôle. Mais moi, j'ai mes pieds qui sont dans le ciment à Uzès. Ah oui. Il y a à Uzès, ils ont fait avec plein d'acteurs les pieds. Ah oui, oui. Ouais. Et donc- l'empreinte de votre cerveau, ils l'ont laissé où alors? Ils me l'ont pas demandé. Il le cherche encore. Franck, en tout cas, vous partez dans un VVF. Mais oui. Bravo. Eh ben, merci beaucoup. Je vous embrasse tous. Et prenez soin de vous et continuez à nous faire rire. Ah ben, on va essayer. On vous embrasse. Les grosses têtes C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Ah, une question culturelle pour Marie Bernard qui habite Saint-Dié-sur-Loire dans le Loir-et-Cher. Je vais vous raconter une histoire. À vous de me dire à quoi elle correspond, cette histoire. Philippe Vely se réveille un matin dans une maison de santé en pleine possession de ses moyens, mais sans aucun souvenir des circonstances qui l'ont conduit à être interné dans cette maison de santé. En compagnie de son gardien, il fait le tour du propriétaire, il rencontre les autres pensionnaires de l'établissement et il tombe éperdument amoureux d'une jolie malade du bâtiment d'en face. Tout semble bien se passer jusqu'au moment où il commence à souffrir de troubles psychologiques et d'hallucinations. Komoun, un habitant de la planète Koukra, est venu chercher refuge dans le corps d'un terrien pour échapper aux dures conditions de la vie de son astre. Vous avez pris de la drogue? Non, je vous raconte l'histoire. D'accord. Et Philippe Vely va donc devoir désormais partager son corps avec lui, avec Komoun ou Kmoun, je sais pas comment prononcer, de la planète Toukra. Or, ce dernier personnage cynique, dévergondé, voire même lubrique, est capable de prendre possession de la volonté de son hôte et de lui faire dire tout le contraire et tout ce qu'il veut. Quelle est cette histoire que je viens de vous raconter? La guerre des étoiles. Avec Philippe Vely, bien sûr. Alors, c'est Les Misérables, non? Les Misérables. Bon, c'est un livre. C'est un livre. De science-fiction. Un livre apparemment. de science-fiction. D'anticipation. On va dire oui, plus ou moins. C'est la soupe aux choux. Ah non, c'est pas la soupe aux choux. Américain. Non. Américain, non. C'est pas du Jules Verne. Ah non, c'est du roman français. monsieur. Est-ce que c'est de la littérature pour enfants? Pas du tout. Mais pardon, L'auteur est mort, Laurent. Ah, l'auteur est mort. Barjavel. Barjavel, non. Pardon, on connaît le titre de ce livre, mais manifestement on ne connaît pas l'histoire, puisque ça nous rappelle. On ne la connaît pas, cette histoire. Écoutez, je vous accorderai une bonne réponse, soit si vous me donnez le nom de l'auteur, soit si vous me donnez le titre du livre, parce que je dois reconnaître que c'est une question assez difficile. Mais le titre est très connu. Ah, je n'ai pas dit ça. Ah non, d'accord. Non, ce n'est pas Harry Potter. Mais non, c'est Donc français. Laurent, vous nous donnez, pour nous résumer, vous nous racontez une histoire sans queue ni tête à propos d'un livre dont personne ne connaît le titre et dont on ignore le nom de l'auteur. C'est compliqué, C'est ça. Oui, mais... D'accord, mesdames et messieurs, le pognon va arriver. Oui, mais ce livre a son importance, monsieur Gueluc. C'est-à-dire C'est de là qu'on a tiré Dune? Ah, pas du tout. Est-ce que ce livre a inspiré autre chose? Non, pas spécialement. D'ailleurs, on dit même que ce livre aurait pu être inspiré du récit de Maupassant, le Horla. Le Horla, exactement. Ah, il y avait un extraterrestre dans Maupassant? Voilà. Il y a une présence. Ouais. Une présence. Mais C'est l'auteur est très connu. Est-ce que non Pierre Est-ce que ça fait partie de Est-ce la que Boulle- littérature Non, on s'en fout, fantastique? c'est pas Boulle. Vous me proposez Pierre Boulle, je vous entends, monsieur Berléand. Oui, c'est pas ça. Mais ce n'est pas Non, Boulle. c'est pas ça. Non, mais C'est pas faut- Boulle.
Littérature fantastique. Bah, un peu forcément, vous voyez, parce que... Alors, est-ce qu'il s'agirait de Tolkien? Non, on voit bien que le héros a quelques troubles psychiatriques dus à une présence manifestement que lui seul voit. Est-ce qu'il est mort depuis longtemps, ce monsieur qui a écrit le livre? Ah, celui qui a écrit le livre, il est mort en 1918. Il a écrit un autre livre très connu, lui. Non, je crois vraiment que c'est son livre le plus connu. Est-ce que c'est un des deux Ronnie? Non, mais c'est vrai que monsieur Claudel, je dois avouer que si je pose cette question aujourd'hui, c'est parce que je savais que votre présence nous aiderait forcément. Est-ce qu'il a eu le Goncourt, le monsieur a eu le Goncourt? Le monsieur a eu le Goncourt. Alors vas-y, Jean-Antoine No. Pardon? Jean-Antoine No. Et c'est le premier Goncourt. Bonne réponse de Philippe Claudel. Merci François. Bravo. Je confesse ne pas l'avoir lu. Et comment s'appelle ce livre alors? Force Ennemie. Force Ennemie. C'est le premier prix Goncourt qui fut décerné, effectivement. Force Ennemie a obtenu le prix Goncourt en 1903, l'année du premier Goncourt. Comme évidemment Philippe Claudel fait partie aujourd'hui de l'Académie Goncourt, je me suis permis de raconter cette histoire. Quand même vous l'avez résumé, avec une histoire assez culottée, quoi. Enfin, c'est quand même un roman d'anticipation. C'est curieux. Pas fréquent à l'époque. Et effectivement, moi je ne connaissais pas bien non plus cet auteur, John-Antoine No. D'ailleurs, c'était un pseudonyme. Il s'appelait en fait Eugène Léon Édouard Torquay. Ah, c'est moins bien. On comprend. Breton. Ah ben non, mais c'est qu'il était né à San Francisco quand même, cet écrivain. Ah non, je savais pas. C'est Breton de San Francisco. Il a rajouté John. Il était né en Californie. Voilà pourquoi il s'est fait appeler John-Antoine No, même si effectivement sa famille était de Honfleur et du Havre. C'est un cousin lointain. C'est peut-être un cousin, monsieur No, alors. John-Antoine No ou Eugène Léon Édouard Torquay, qui fut en tout cas le premier prix Goncourt de l'histoire. Bravo à François Berléand et Philippe Claudel. Une question toute bête maintenant. Si vous achetez des vitelottes, pour quelles raisons sont-elles particulièrement recherchées? Parce qu'elles sont des pommes de terre roses ou rouges. Vous remplacez Rouen Arbelès parfaitement aujourd'hui, parce que c'était une question que j'avais préparée pour lui. C'est pas dur, ça. Et des vitelottes. Non, il paraît qu'il y a 18 espèces de pommes de terre différentes. Espèce de patate. avec toi. Espèce de patate. Je pense qu'il y en a un peu plus, Ariel, même. Non, mais c'est vrai, 18 espèces de pommes de terre. Même plus que ça. Beaucoup plus. Il y a des chips vitelottes violettes. As-tu jamais épluché une pomme de terre de ta vie, Ariel? Non, pas encore. Mais c'est un projet. Oui, c'est un projet. C'est un projet de vie. Par exemple, voilà, le grand projet 2025 d'Ariel, c'est d'éplucher une pomme de terre. Elle attendait d'apprendre parce qu'elle estimait que c'était plus sûr. Bravo. Mais fais attention, Ariel, quand tu éplucheras des pommes de terre, veille à ce qu'elles n'aient pas de germes, parce que sinon, on dit qu'il faut enlever les yeux avant de les éplucher. Mais quelle horreur. Mais oui, mais n'enlève pas tes yeux, sinon tu trouves plus tes pommes de terre non plus. Non, mais vous les épluchez avec quoi? Le petit truc un économe, ça s'appelle. Un économe. Avec l'économe. Il n'y en a pas d'économe à la maison. Mais non, mais la vitelotte, c'est ravissant. Ouais, c'est très joli. Vous connaissiez, vous, les vitelottes? Ah, très bien, oui. Moi aussi, je connais. Alors, elle est rose. Elle est rose-violette. Rose-violette, elle est violette. À l'intérieur. Quand on fait des chips de vitelotte, c'est très joli. Oui, c'est vrai. Autrefois appelée truffe de Chine. Ah non, on fait plus. Ça, on peut plus. C'est comme ça. On peut dire truffe de Chine. On peut dire truffe de Chine. Oui, mais rose, déjà, on dit elle est rose, ça peut aussi... Elle a une peau et une chair violette. Voilà. Attention, par rapport à tous les gens violets aussi, il faut faire attention. Mais Laurent, quand elle est cuite, et pardon à tous les alcooliques qui nous écoutent. La couleur se conserve à la cuisson. Oui. Ah, c'est ça. Mais oui, c'est ça pour l'intérêt. ça. Donc c'est un peu couleur betterave. Oui, un peu. Voilà. Justement, c'est un croisement de pommes de terre et de betterave. Ah oui. C'est pour ça qu'elle est. Ah voilà. C'est pour ça. Mais c'est parce qu'elles ont poussé dans le même champ. Donc On le a fait violet coucher une pomme de terre avec une betterave. Je crois qu'il dit n'importe quoi. Mais est-ce que la couleur J'ai dit n'importe quoi. Ah, il dit n'importe quoi. Oui, bien sûr. Oui, mais il a l'air tellement sûr. En tout cas, c'est une belle réponse collective. Laurent Ruquier et les grosses têtes. C'est jusqu'à 18h sur RTL. Allez, c'est reparti. Nous retrouvons Laurent Ruquier, ses grosses têtes jusqu'à 18h avec François Berléand, Philippe Gueluc, Philippe Claudel, Christophe Beaugrand, Valérie Mérès et Ariel Dombal.
Une question pour Monsieur Jonot, qui habite Saint-Benoît dans la Vienne. Quel est l'autre nom de l'ulna? L'apostrophe ulna. Ulna, est-ce que c'est quelque chose de géographique? Ah, pas du tout. Elle est née en quelle année? Ah bah, l'ulna. C'est pas une danseuse du Crazy Horse. Je vais vous dire, l'ulna existe depuis la nuit des temps. Alors, est-ce que c'est quelque chose astronomique? Pas du tout. Est-ce que c'est dans le sol? Ah bah parfois on a retrouvé une ulna dans le sol, mais non. C'est des météorites, c'est une météorite. Une météorite, non. Une chondrite. Pas du tout. Est-ce que c'est un animal? L'ulna n'est pas un animal. C'est un objet? Ah non, ce n'est pas un objet. Ça non. ne respire L'univers. pas. Pardon? L'univers? Comment ça, l'univers? Est-ce que ce serait pas l'univers, un nom pour désigner ou un acronyme ou un sigle? Pas du tout. Bah, voilà. Est-ce qu'il s'agit d'un minerai? Non plus. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui est dans notre corps? Oui, Madame Mérès. Alors, est-ce que c'est plutôt en haut ou plutôt en bas? Alors, ça dépend. C'est au milieu, juste au Ça milieu. dépend si on fait le poirier, peut-être. Si c'est les ongles des pieds, c'est en haut si tu fais le poirier. Par exemple. Non, mais Alors Laurent, est-ce que vous pouvez identifier l'endroit? on va dire que c'est plutôt dans la partie haute du corps, évidemment. Est-ce que c'est un morceau du cortex? Et d'ailleurs, l'autre nom de l'ulna, je vais aider notre ami Philippe Gueluc, l'autre nom de l'ulna est aussi un héros de bande dessinée. Tintin. Non, non. De l'école belge ou française? Alors écoutez ça, alors là, vous m'en demandez beaucoup, parce que d'un seul coup, il me revient que ce nom est aussi un héros de BD que je lisais dans Spirou. Je ne sais pas si Spirou, l'auteur donc était c'est belge. Je ne sais pas si l'auteur était belge Est-ce ou que français. c'est le nom d'un organe? Organe? Non. D'un os? non, mais c'est Un os? Cubitus. Cubitus. Bonne réponse Eh oui, de Cubitus. Christophe Et Beaugrand. c'est l'os du haut du bras. Et pourquoi on peut plus l'appeler cubitus? C'est l'avant-bras, le cubitus. Et c'est le l'ulna. chien, cubitus. Et c'est un chien de bande dessinée, un os long qui constitue avec le radius l'avant-bras. Ça occupe la partie médiale de l'avant-bras. Il s'articule en haut avec l'humérus et le radius. L'ulna et le radius jouent un rôle fondamental dans le mouvement de votre avant-bras, Et évidemment. le cartilage du coude? Si vous voulez, Ariel. Oui. C'est ce qu'on appelle la supination, Ariel. Ah oui, c'est très. Quand vous faites une petite fracture Attention à ce que vous dites, vous. Quand vous faites une petite fracture du coude, il y a un problème pour, par exemple, ouvrir et fermer le pot de confiture. Exactement. Parce que tout est lié, en fait. Pourquoi a-t-on changé le nom de cet os? Cubitus, c'était juste parfait. On n'a pas changé le nom. Non, c'est que, vous c'est savez, un petit morceau de... c'est en anatomie, certains prennent les noms savants, l'autre préfère choisir les mots latins. Cubitus, ça veut dire coude en latin, en fait, cubitus. Ah oui, vous savez pas ça. Non, Ah bah ça oui, va. cubitus c'est coude en latin. Et l'ulna, voilà, c'est l'avant-bras. L'ulna, L apostrophe, plus loin, U-L-N-A. Vous le saurez, c'est toujours bien en société. Mais oui, parce que moi j'ai une légère douleur à l'ulna à cet endroit-là. Ah, c'est vrai? Ah, oui, oui. Et on peut dire, Moi je me aussi. suis fait mal au culbutus. Comment vous dites? Je me suis fait mal au culbutus. Non, Cubitus. pas culbutus. Quand tu fais culbuter, oui, c'est Tout de suite. pas mal. Non. Suite, elle culbute. Elle ne pense qu'à ça. Que vous vous êtes fait. Ariel, vous vous êtes. Tu m'as fait mal au culbutus avec ta paire de coudes. Et comment ça vous est arrivé? Ben écoutez, j'épluchais des vitelottes. Non, range tes vitelottes. Bah tiens, restons dans le domaine médical et de l'anatomie, puisque si vous avez une tourniole... Ah oui. Bah oui. Je vais t'en flanquer une. Est-ce que c'est lié à la pignole? C'est un éblouissement. Pas du tout. Et c'est pour Brigitte Geneste, qui habite Juvignac, ma question. Elle habite dans l'Hérault, Mme Geneste. Elle espère un chèque RTL. C'est quoi une tourniole? Est-ce que c'est une blessure? Une blessure? Pas tout à fait. C'est pas une partie fine entre plusieurs personnes. Ah non, ça c'est une tournante. Pardon. Non, une tourniole. Bah, une Ça tournante se voit sur la peau, Laurent? Une Ah oui, tournante ça- où tu te pignoles, c'est une tourniole. Ça se voit à l'œil nu, une tourniole. À l'œil nu. Ah bon? Ah oui, oui. Ah, c'est dermatologique? Alors, dermatologique, oui, on peut considérer que c'est... Comme un psoriasis. Pas tout à fait. Ah non, ah oui, je sais, c'est comme brûlure, une irritation. c'est comme une moisissure qu'on attrape au menton. Ah non, vous c'est une barbe. Mais quelle horreur. Est-ce que c'est Ça, lié... c'est peut-être un genre lèpre. Un Lèpre. genre lèpre. Est-ce que c'est comme la rougeole, la tourniole? Ah non, 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 non. Est-ce que ça arrive spontanément? Non, c'est un endroit très précis. la Sur le tourniole. bout du tut. Ce sont des boutons? Des boutons, non. Une Non, non, non. irritation? C'est pas de l'herpès? Ah, ce n'est pas Ce de sont des l'herpès. plaques, des plaques. Ce sont des crevasses. Non plus. Des rougeurs qui apparaissent. Ah, attention, hein, ça peut être très douloureux, mais heureusement, c'est très rapidement curable. Le zona? Le zona? Le zona, Ah, mais non. je sais, une piqûre de moustique. Ah non, Ah non, oui. non, 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 non. Un poil incarné? Non, 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 non. Un poil incarné qui Pas de s'infecte? l'acné, tout bêtement? De l'acné, non Est-ce que plus. quand on appuie dessus, il y a du pu qui sort? Oh,
Je vous conseille pas d'appuyer dessus parce que ça peut être vraiment douloureux. Ça peut être douloureux. Quand on au a une départ. écharde. Un panari. Qui vous avez dit? Un panari. Et c'est un panari, la tourniole. Bonne réponse de Philippe Claudel. Mais vous savez qu'un moyen simple, c'est un remède de grand-mère. Ah oui? Oui, vous mettez de la nuit, vous mettez un drap noir sur le panari et il arrête de chanter et vous laisse dormir. Mais est-ce que le panari... Attendez, Ariel n'a pas compris, mais je vais lui expliquer. Si, j'ai compris. Qu'est-ce que vous avez compris, Ariel? Mais j'ai compris que panari comme canari. Oh alors là, Ariel... Laurent, donnez-lui 100 € de ma part, s'il vous plaît. Non. Et si on met un drap noir sur la tête Qui d'entre d'Ariel? vous a eu des canaris? Des panaris? Non, moi j'ai eu des canaris. Ah, vous avez eu des canaris? Et j'ai vous. adoré mes petits canaris. Et j'ouvrais la cage et ils étaient libres et ils revenaient dans la cage. C'est pour ça ils étaient sous emprise, ils revenaient, dis donc. Tout ça est très bien, mais ça nous éloigne beaucoup du panari qui n'a rien à voir avec alors, le canari. je voulais poser une question sur le panari. Est-ce que le panari peut être partout sur le corps? Non, c'est autour de l'ongle, le panari, Ah justement. bon? Et fait oui, mal. et oui. Une tourniole, c'est un panari qui a mal tourné, quoi. Absolument. Et il y a un proverbe qui dit « Le proctologue atteint d'un panari doit éviter de recevoir des patients pendant quelques jours. » Oh, quelle horreur. Affreux. Là, tout est dégoûtant. Et c'est honteux. Là, On veut pas entendre ce genre de truc. c'est un Tout est proverbe. ignorant. On peut pas commencer la semaine comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible, C'est Laurent. impossible. Tu Mais peux oui, pas mais faire C'est ça, dingue Philippe. les Qu'est-ce que horreurs vous voulez? tu peux dire. Mais oui. La moralité, c'est qu'il vaut mieux un oncle d'Amérique qu'un non. ongle qui vient des panaris. Les grosses têtes de Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h sur RTL. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour, c'est une BD très amusante, signée Mab, et ça s'appelle « Et ils eurent beaucoup ». C'est en fait un dessinateur qui a imaginé la suite des contes de fées qui se terminent, vous le savez généralement, Oui. par la fameuse phrase « Ils vécurent heureux et Et ils eurent eurent beaucoup d'enfants. de Bah nombreux oui. enfants ». Mais ça, c'est dans les contes et légendes. Et le dessinateur qu'on aura au téléphone dans un instant, lui, a plutôt imaginé qu'ils auraient beaucoup. C'est à la fois drôle, instructif, je dirais pas jusque-là, mais ça nous remémore évidemment les contes de nos enfances respectives. Contes qui sont souvent, vous le savez, signés Perrault, Andersen ou Grimm. Mais justement, on donne rarement les prénoms des contes de Perrault, Grimm ou Andersen. Pouvez-vous retrouver les prénoms des uns et des autres? C'est ma question. Alors pour- les frères Grimm. C'est ma question pour Monsieur Vignol qui habite Soissons dans l'Aisne. Alors je dis les frères Grimm. Non, ou mais Grimm. C'est pas des prénoms, les frères pas des Grimm. prénoms. voyez. Oui, mais Il y a ils étaient Hans. deux frères, ils étaient deux. D'accord, mais Oui. c'est pas leur prénom, les Déjà, frères. Charles Perrault, on est Charles. Charles Perrault, très bien. Je crois qu'il y a Hans Grimm, non? Il n'y a pas un Hans? Alors, Ah oui. Hans, c'est C'est Andersen. Andersen. Ah, c'est ça. Hans Christian Andersen. Et maintenant, il nous manque les frères Grimm, alors. Igor et Grishka? Ah non. Oh, juste un des deux au moins. Allez, Oui. Quand même. Jean. Non, Ils non. étaient de quelle nationalité? Ils étaient allemands, les Allemands. Je frères crois que Grimm. c'est Peter. Ah non, Peter, non. non Friedrich. Non, non. Herbert, Léonard. Est-ce que ce sont des Richard. prénoms typiquement allemands? Ah, Hermann, Hermann, non. Adolphe? Non, Adolphe non plus. Hans, non. Non. Zénobe. Charles! Charles Perrault était français. D'ailleurs, C'était français, Perrault. c'est le premier, c'est le Oui. plus ancien, hein, Bien sûr, Charles 19e Perrault. siècle. Et C'est en- celui qui a le plus inspiré Walt Disney. pour le Et coup. en revanche, Andersen était danois et il était contemporain des frères Grimm. Ils sont nés à peu près à la même époque. Franz. Non, 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 Gaspard. non, 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 non. Paul, Friedrich. Pensez à un chanteur Ah oui, Allemand. bien sûr, un chanteur. chanteur allemand. Monsieur- Herbert, Johnny. Johnny Herbert, Grimm. pour Herbert Léonard? Non, non, non. Alors, Il y en au- a beaucoup, Au hein. nom d'un chanteur, on va dire surnommé. Oh, je vous aide Claude trop. François, Claude François. Surnommé la tortue, vous voyez. Willem. Willem. Willem, Willem. Jacob et Willem Jacob. Grimm. Voilà les prénoms des frères Grimm. C'était difficile, hein. Ouais, c'est vrai. Jacob, du coup. Mais c'était un prétexte, évidemment, pour parler avec Mab, cette question. Bonjour, monsieur Mab. Bonjour. Vous auriez su répondre à cette question sur les prénoms des auteurs des contes célèbres? Alors j'avais Perrault et j'avais Andersen, mais j'avais pas les frères Grimm. Eh ben, c'est- comme nous. Effectivement, parce qu'on dit les frères Grimm et on ne donne jamais leur prénom, Jacob et Willem Grimm. Mais Andersen avait une sœur qui s'appelait Pamela. Pamela Andersen qui a écrit de très jolis textes. Chez Fluide Glacial sort donc cet album qui fera beaucoup rire et ils eurent beaucoup. Vous imaginez la suite, évidemment, de nos plus célèbres
contes pour enfants. Alors, il y a aussi bien, il faut le dire, la suite de Barbe Bleue, de La Belle au Bois dormant, de Peter Pan, mais tout ça nous fait beaucoup rire. Ah, par exemple, pouvez-vous nous parler de La Fille de Boucle d'Or? J'ai imaginé que Boucle d'Or avait 3 filles de taille différentes, petite, moyenne et grande. Et donc en gros, elle perdait une de ses enfants, la plus petite, qui du coup, elle pensait qu'elle avait été kidnappée par l'ourson à qui elle avait volé la soupe quand elle était enfant. Ah oui, avec le fameux bol de taille moyenne, petite ou grande. On se souvient évidemment du conte de Boucle d'Or. Mais ce qui est drôle, c'est la peau d'ours qu'on trouve dans la chambre des enfants. Alors c'est quoi? C'est les petits-enfants de Boucle d'Or en quelque sorte. Oui, c'est ça, exactement. Eh ben oui, puisque Boucle d'Or, c'est la maman, hein. On a bien compris, on imagine la suite à chaque fois. La suite de Peter Pan, c'est quoi? Alors en fait, c'est l'histoire de la fille de Peter Pan qui a envie d'aller faire la fête, puisqu'elle est jeune, elle est adolescente, elle a envie d'aller faire la fête avec ses amis. Et donc en fait, Peter Pan, lui, en papa protecteur, ne veut pas la laisser partir. Et en l'accompagnant à une soirée, il redécouvre, on va dire, une seconde jeunesse. Il découvre certaines substances qui lui permettent d'imaginer le pays imaginaire. Le Petit Poucet, on va dire que sa descendance est un peu particulière. Là, je l'ai vraiment vieilli, le Petit Poucet. C'est-à-dire que c'est vraiment un vieillard qui a, lui, à son tour, des enfants, des petits-enfants aussi. Et en fait, la malédiction du Petit Poucet, c'est que tout le monde veut l'abandonner. Et donc, en fait, les enfants, on a un peu marre de ce vieillard dont ils doivent s'occuper un peu tous les jours. C'est horrible. En fait, c'est le grand-père. Le Petit Poucet est devenu une sorte de grand-père, en quelque sorte. Et les petits-enfants veulent s'en débarrasser. Dans une chaise roulante. Et les petits-enfants, et même les enfants, parce qu'ils voudraient bien l'héritage. Alors, ils essaient de se débarrasser du grand-père. Sauf que comme il est très vieux, le Petit Poucet, il est partout. Et donc... C'est le vieux Poucet. Et donc, il retrouve son chemin. Ah, c'est bien. C'est-à-dire j'aime beaucoup. Il a trop poussé. Exactement. Non, mais c'est-à-dire c'est un karma. Hein, c'est finalement son histoire le poursuit. Et c'est peut-être l'histoire qui correspond mieux au titre du livre. Et ils eurent beaucoup. On va pas en raconter plus parce que c'est tellement marrant comme idée d'imaginer la suite des contes de fées. Vous comptez en faire d'autres? Oui. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a remarqué, j'ai vu ça, que sur la couverture du livre, il y avait Pinocchio et Aladdin, et que en revanche, Pinocchio et Aladdin n'étaient pas dans l'album. Alors c'est vrai, j'avais les idées pour les faire, j'ai les idées pour faire la suite de ces histoires, mais fallait bien arrêter le livre à un moment, et donc effectivement, je vais probablement continuer à faire la suite des aventures de Pinocchio, d'Aladdin, et encore d'autres contes que j'ai en tête pour faire la suite. Mais si vous voulez tout savoir sur le fils de Tarzan ou le fils du petit chaperon rouge, tout ça est très drôle. Et c'est dans cet album de BD signé Mab et ils eurent beaucoup aux éditions Fluide Glacial. C'était notre livre du jour. RTL, 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Une question musicale, tiens, juste avant 17h pour Pascal Hila, qui habite Buzet-sur-Tarn, en Haute-Garonne. C'est une chanteuse qui est octogénaire depuis quelques jours et on avait oublié de lui rendre hommage. Et moi, je trouve ça normal, elle nous écoute peut-être, de rappeler le nom de cette chanteuse qui a connu un énorme succès dans les années 1970, d'ailleurs, en duo avec Alain Barrière. Mais comment s'appelle cette chanteuse? Isabelle Aubray. Ah non. Non, Nicole quelque chose. Ah, Nicole, non. Elle ne chante plus aujourd'hui. Enfin, elle a. Écoutez, elle a 80 ans, je viens de vous dire. Nicoletta chante encore, elle a 80. Mais enfin, attendez, excusez-moi, mais Annie Cordy a chanté jusqu'à la fin. C'est vrai. La veille de sa mort, elle chantait encore, ça ira mieux demain. Bon. Après, ça n'a pas été. Alors là, écoutez, le tube s'appelait Tu t'en vas, ça tombe bien. Ah oui, tu t'en vas. Est-ce que dans les années 80-90, elle chantait encore ou c'est vraiment, elle a eu son climax et après on l'a oublié? Non, vraiment, le gros succès, c'est les années 70. Mais ça me dit quelque chose. Elle a quand même retenté sa chance pour le concours Eurovision de la chanson en 1978. Elle représentait qui? Mais elle n'a pas été qualifiée. Vous voyez. Mireille Mathieu? Non. Même pas qualifiée, d'accord. Mais de temps en temps, elle venait chez Pascal Sevran dans la chance aux chansons. Nicole Croisille. Ah non. Annie, elle a fait une carrière. Annie Gould. Si vous voulez, je peux vous la faire écouter. Ah oui, bien volontiers. sûr. Et je vais vous dire même, elle est sélectionnée face à Mireille Mathieu, Claude
François, Nicoletta, Isabelle Aubray, Jean-Jacques Debout, Hervé Villard, Yves Simon et Georgette Lemaire. Eh ben, dis donc. Et c'est la seule dont on a oublié le nom. Face pas de chance, quand même. Face à un jury d'experts, Pierre Delanoë va lui écrire la chanson et elle va se classer 3e. C'est pas si mal. Oui, mais à hein. l'époque, ils étaient 7 à participer. Avec une chanson qui s'appelait Il doit faire beau là-bas. Mais hein. Noël Finzi. Non, mais c'est Noël. Noël Nanani ou Nana? Est-ce qu'elle a un nom joyeux aussi? Non, elle a un nom qui se rapproche plus d'une autre chanteuse dont on a parlé tout à l'heure. Noël. Oh là là, bah alors laquelle? Dulac. On a parlé de qui? Mireille Mathieu. Noël Cordier. Oui, bonne réponse de Valérie Mérès. Bravo Valérie. Alors là, Valérie, Tu te casses. Mais non, mon cœur, ce n'est rien. Casse-toi. Mais non, mon cœur, ce n'est rien. Ou je te pète la... Ça aurait peut-être moins marché. vous voyez, avec Valérie, ça marche Ça marche, quand ça même. marche. J'ai le temps d'une petite question encore, là, je vois, avant que notre journaliste s'installe pour les infos de 17h. Ça va être très rapide parce que c'est une recette provençale. Et c'est ainsi parfois qu'on farcit l'artichaut. Comment s'appelle cette façon de farcir l'artichaut? La rouille. Non, c'est artichaut barigoule. Artichaut barigoule. À la barigoule. Alors, vous savez comment on farcit tout, vous, hein? Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Laurent Ruquier et ses grosses têtes dans un instant sur RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Christophe Beaugrand, Valérie Mérès, François Berléand, Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Et Philippe Claudel. Ah bah tiens, une question littéraire, profitons de la présence de notre ami Philippe Claudel, à destination de Michel Boucher, qui habite dans les Yvelines, au Claye-sous-Bois précisément. Voilà le résumé du roman dont je vais vous parler, et à vous évidemment d'en retrouver et le titre et l'auteur. Je veux les deux cette fois, mais c'est assez facile quand on est académicien Goncourt. Même pour les autres, ça peut l'être, car c'est quand même un des romans les plus célèbres de France, à une époque et dans une région du monde indéterminée, vit Aldo. Aldo, ce jeune homme, est issu d'une des plus vieilles familles de la seigneurie d'Orsena. Le rivage des Syrtes de Julien Gracq. Excellente réponse. Écoute, Philippe, c'est salaud de ne pas le laisser aller jusqu'à la fin de la question, parce qu'on allait tous répondre. Ah oui. Mais monsieur, justement, je voulais être le premier. Je voulais te filmer. Bravo. Il est prétentieux. Est-ce qu'on peut dire que c'est donc le prix Goncourt 1951, mais que Julien Gracq l'a refusé? Effectivement, c'est le plus célèbre des romans de Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes. Et c'est d'ailleurs à cause de ce roman qu'Éric Orsena s'appelle Éric Orsena. Absolument, par admiration. Par admiration. Ah, parce qu'en vérité, il s'appelle comment? Il a choisi ce pseudonyme, Orsena, dans ce livre, effectivement, Le Rivage des Syrtes. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que sont des Syrtes? Non. C'est une contrée imaginaire, mais grosso modo, c'est sur la côte libyenne à peu près. Ah non, ce n'est pas une contrée. Alors, c'est à la fois une contrée imaginaire, mais ça veut dire quelque chose. Non, mais c'est un peuple de l'Antiquité, les Syrtes. Ah non, c'est dans le dictionnaire Syrte. S-Y-R-T-E-S. C'est une plante? Un substantif féminin pluriel. Et ben voilà une question subsidiaire. Et une deuxième chance pour notre auditeur, Monsieur Boucher des Claye-sous-Bois. Qu'est-ce que sont que des Syrtes? Ah, c'est des gens qui dansent le sirtakis. Pas du tout. Est-ce que c'est une plante? Non. C'est un désert? Non, mais c'est vrai qu'il y a un lien forcément avec... Oui, est-ce que ce sont des exclavations où quand la mer entre dans la terre? On peut dire pas des plages, mais c'est des cris. On se rapproche. On se rapproche, cher Ariel. Un littoral. Car il s'agit de quelque chose qui, d'ailleurs, on peut le dire, les Syrtes, puisque c'est du féminin pluriel, je veux dire, sont dangereuses. Oui, ce sont des cavernes sous-marines. Des cavernes sous-marines, non. C'est Baïnes. C'est les baïnes? Non, moi j'ai déjà été pris par des Syrtes. Des courants. Des maîtres nageurs. Des tourbillons, des courants. C'est des sortes de ressacs. Des sables mouvants. Des sables mouvants. Bonne réponse
de Christophe Beaugrand. Laurent, vous avez été pris dans des sables mouvants. Oui, vous faites aspirer. Ah, mais c'est pas qu'on se fait aspirer, c'est que les sables, effectivement, au moment où la marée change, mais ça arrive en Normandie comme ailleurs. Hein. Non, c'est comme la grosse dame qui a marché dans le béton à Nantes. D'abord, pourquoi cette dame serait grosse, monsieur? Ah, c'était ce que nous avions supposé effectivement avec Valérie, mais effectivement, peut-être pas. Le ciment était monté. Parce que quand on est léger, on passe sur le ciment même quand il est mou. Et elle s'est enfoncée. Jusqu'aux cuisses. On s'en rappelle. Hein. Merci Ariel pour cette précision. Donc là, c'est un peu la même chose. On va changer de question pour Mélanie Mazout qui habite... Alors dans le mazout aussi. Faites ce que vous voulez avec votre zout. Ça va faire le plein là. Mme Mazout habite Gap dans les Hautes-Alpes et la question concerne une toile intitulée Stupeur de jeunes recrues apercevant pour la première fois ton azur ô Méditerranée. Alphonse Allais. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Ah ben, je suis heureux. C'est ma première bonne réponse parce que jusqu'à présent, comme Patrick Poivre d'Arvor, je n'en avais pas touché une. Mais expliquez alors, monsieur Gueluc. Alphonse Allais, qui est un petit peu l'inventeur 25 ou 30 ans avant le premier monochrome de l'histoire qui s'appelait Carré blanc sur fond blanc de Malevich. Alphonse Allais a fait une exposition de tableaux qui étaient des monochromes. Alors, le plus célèbre, c'est un tableau entièrement noir, et il appelait ça « Combat de la nuit dans un tunnel ». Un autre qui était... Je les ai tous, si vous voulez. Il était rouge, et ça s'appelait « Récolte des tomates par des cardinaux apoplectiques sur les bords de la mer Rouge ». Exact, voilà. Bravo, excellente mémoire, magnifique. Philippe. Etc. Et donc, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que l'inventeur de l'art totalement abstrait est un humoriste, et non pas un artiste. Alphonse Allais, effectivement, qui a fait ces différents rectangles monochromes. Vous nous avez dit le rectangle noir, vous nous avez dit le rectangle rouge. Moi, je vous ai cité le bleu, stupeur de jeune recrue apercevant pour la première fois ton azur ô Méditerranée. Il a imaginé d'autres rectangles. Absolument, le blanc, par exemple. Alors, le blanc... Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige. Voilà. Non mais c'est génial. Vous en avez un jaune aussi. Rectangle jaune, manipulation de l'ocre par des cocus ictériques. Un gris, rectangle entièrement gris, bande de pochards dans le brouillard. Et voilà, et on les a tous fait. Non, il manque le vert, le rectangle vert. Vous ne l'avez pas, Philippe? Non. Ça s'appelait des souteneurs, parce qu'à l'époque, paraît-il que les Macron les appelaient des verts, des dos verts. Des souteneurs encore dans la force de l'âge, et le ventre dans l'herbe, buvant de l'absinthe. Et ça s'est vendu, ça? Il y a des gens qui ont acheté ces tableaux-là, ou c'était vraiment... Ah non, ça s'est pas vendu, c'était uniquement pour rire. Une œuvre de la même époque qui vous intéressera, puisque vous avez écrit cette remarquable pièce sur Mona Lisa, la Joconde. Oui. C'est que très longtemps, environ 35 ans avant Duchamp, qui va lui dessiner des moustaches, il y a le dessinateur Sapek qui a représenté la Joconde fumant la pipe dans les années 1880. Et encore une fois, c'est un rigolo qui a fait un geste d'art contemporain. Vive les humoristes. Alphonse Allais, auteur effectivement de ces différents monochromes, le vert, le bleu, le rouge, le jaune ou le blanc. C'était une excellente réponse de Philippe Gueluc. Oui, c'est vrai. Les grosses têtes de Laurent Ruquier reviennent dans un instant sur RTL. Ah, une question maintenant pour Madame Geller, qui habite Téhéran dans l'Hérault. Une question qui nous permettra d'avoir au téléphone la directrice marketing d'une entreprise dont pour l'instant je ne vais pas vous donner le nom, mais cette entreprise a réalisé une enquête sur le partage des tâches ménagères au sein des foyers. Il faut dire que cette entreprise fut créée il y a longtemps déjà, et particulièrement en 1913, parce que son créateur, un marchand cirier d'une ville dont je tais le nom, vous allez dire que ça fait beaucoup de mystère tout ça, Monsieur Raoul Renaud a créé un premier savon pour les mains qu'il a présenté à la foire d'exposition de Brest, et il a gagné le premier prix de la foire expo de Brest cette année-là en 1913, mais il n'était pas brestois, Raoul Renaud, il était de Saint-Brieuc. Alors comment a-t-il appelé son savon et son produit et l'entreprise? C'est facile, c'est Briochin. Briochin, évidemment, bonne réponse
Car les habitants de Saint-Brieuc sont bien les briochins. C'est un très bon produit, briochin. Oui. Ah, vous connaissiez? Ah mais oui, j'astique avec du briochin à la maison. Croyez-moi. Et ça oui, moi aussi, j'ai du brioche. J'espère que c'est une brique de savon, c'est pas du savon. Non, mais dans les trucs, il y a un truc qui m'énerve. C'est du savon noir au départ. Oui, c'est pour laver les sols, ce genre de choses. Il y a plein de trucs différents maintenant. Et il y a plein de produits. Raoul Renault, quand il a créé cette marque, le briochin, c'était en l'honneur de sa ville natale. Bonjour, Madame Doche-Lemoine. Bonjour. Vous êtes directrice marketing de l'entreprise Briochin, mais ce n'est pas spécialement pour faire votre publicité que nous vous avons au téléphone aujourd'hui, même si vous avez trouvé un bon moyen détourné d'en faire de la Parce que pub. vous avez des clients, visiblement. C'est en tout cas parce qu'il y a eu une enquête exclusive faite pour votre entreprise sur le partage des tâches ménagères. Et c'est assez amusant d'ailleurs, parce que si on pose la question « Êtes-vous pour le partage des tâches ménagères ?», 93% des Français déclarent qu'effectivement ils sont pour le partage des tâches, mais quand on leur demande qui fait les tâches ménagères Qui les nettoie à la maison, eh ben en fait il y a quand même encore 2 femmes sur 3 qui assument toutes les tâches ménagères. C'est bien ça? C'est bien ça, tout à fait. On voit que les choses évoluent, mais que l'ampleur de la tâche qui est encore devant nous est grande. Alors moi, je suis très personnellement, je veux pas me vanter, mais je suis très impliqué dans les tâches ménagères. Et le chat, et pardon de me citer, a dit un jour, le chat machine. À la maison, il dit à la maison, c'est moi qui passe l'aspirateur à ma femme. Sinon, le vrai partage des tâches, c'est Monsieur Sali, Madame Nettoie. Non, mais alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que les tâches ménagères les moins partagées, hélas, qui sont encore réservées aux femmes, c'est affreux à dire, mais c'est le nettoyage des sanitaires. Ah oui, c'est pas ce qui est plus sympa. Ça, oui, mais ça, il y a peu d'hommes qui le font. Le nettoyage de la salle de bain, et aussi, alors ça, curieusement, un truc qui est pourtant pas compliqué, changer les draps. Mais vous êtes d'accord, ce sont bien les tâches les moins partagées. Changer les draps, nettoyer les chiottes, appelons les choses comme elles sont, et nettoyer la salle de bain, Madame Doche-Lemoine. Yes, c'est bien. Oui, c'est bien ça. Il y a également nettoyer les plaques de cuisson ou nettoyer le plan de travail, qui sont également des tâches sur lesquelles le partage tend à être plus équitable. Mais évidemment, avec Briochin, tout va plus vite. Je sais pas si on peut dire que tout va plus vite. Ok, je suis meilleur vendeur que vous, dites donc. Madame, le repassage, ça doit rester très féminin. C'est surtout des produits assez écolos, Briochin, non, dans ma tête? Également, oui. Voilà. On a plus de 80% de nos produits qui sont éco-certifiés. Très bon vinaigre ménager. Mais moi, je ne connaissais pas cette marque. Je dois c'est une jolie marque. C'est une marque avec le ménage, alors, Laurent. C'est une marque avec des jolies étiquettes un peu vintage. Je fais le ménage, mais ici, vous allez voir. Mais Briochin, en tout cas, une très vieille marque. Effectivement, hommage à la ville de Saint-Brieuc grâce à son créateur. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a comme produit aujourd'hui? Racontez-nous. Eh ben, vous avez des produits d'entretien ménager. Donc, effectivement, le produit le plus emblématique de Briochin, c'est le savon noir. Vous avez également d'autres produits bruts comme le bicarbonate de soude, le vinaigre de ménage, dont vous avez parlé. Briochin propose également des produits pour faire la vaisselle, mais aussi des lessives qui sont très efficaces puisqu'elles sont faites à base de savon noir également. L'acide citrique, par exemple, ça sert à quoi? Ça, je vois Briochin, acide citrique. L'acide citrique, c'est très très efficace pour détartrer et pour, par exemple, faire briller vos toilettes. C'est un super produit. Mais le bicarbonate de soude, je pensais que c'était pour les dents. Pour les dents. Voilà, pour les dents. Pour blanchir. Mais ça sert à tout, hein. Ça sert à tout. Ça sert à tout. C'est bon pour tout. Quand on veut raviver un lavabo. Non, mais quand vous avez des traces qui sont incrustées. Vous vivez avec Adil Rami? Et je dis ça parce qu'il nous a avoué la semaine dernière qu'il pissait dans le lavabo, qu'il préférait que c'était... C'est vrai. Mais je le fais aussi. Ah, vous aussi? Oui, j'aime bien. Non, mais pisser dans le lavabo, ça va, mais dans la douche, c'est moche. Parité à la maison, Briochin révèle une enquête exclusive qui monte, qui a encore quand même pas mal de progrès à faire. On est d'accord, Mme Doche-Lemoine? Oui, il y a encore quelques progrès à faire. Nous, ce qui nous a amusé dans cette étude, c'est qu'on voit que les choses évoluent, donc c'est une bonne chose. En revanche, effectivement, la perception de à quel point ça évolue est différente pour les hommes ou pour les femmes. Oui, allez-y, monsieur. Petite question que je me pose, mais peut-être que quelqu'un a la réponse. Chez les couples homosexuels, est-ce qu'on sait
Mais la question est sérieuse. Est-ce qu'on sait si c'est plutôt l'homme qui fait ça et l'homme qui fait pas ça, ou la femme qui fait ça et la femme qui fait pas ça? Demandez à Christophe Beaugrand. L'avantage, c'est qu'on est toujours obligé de tout partager, puisqu'on peut pas compter. Alors, il y a des gens qui ont plus ou moins de temps, en fait. C'est généralement lié au temps de travail. C'est lié au temps de travail. Pour tondre la pelouse. Alors, pour tondre la pelouse, les lesbiennes sont bien meilleures. Le repassage reste. J'adore. À vous. Tiens, moi, je repasse. ça reste féminin pourtant. Je passe des heures à repasser en regardant des replays de Plus belle la vie. C'est un des plus gros. Mais tu te repasses des replays aussi. Exactement. C'est un des plus gros écarts moi, j'aime bien entre ça. l'homme et la femme dans les tâches ménagères. Ça reste les femmes essentiellement qui repassent plus que les hommes. Vous êtes d'accord, Mme de Schlemoine? Oui, c'est bien ça. Et vous, Ariel, vous repassez parfois? Hélas, non. C'est un peu comme les pommes de terre, c'est un projet. Oui, c'est un Quand vous repasserez une pomme de terre, vous verrez, ça peut faire une bonne purée. Dans un instant, retour des grosses têtes sur RTL. Une question pour Germain Salio qui habite le Lavandou dans le Var. C'est une question intéressante parce que je dois dire que je suis assez content d'avoir appris ça en feuilletant aujourd'hui quelques encyclopédies pour tenter de coller mes grosses têtes. Et c'est ainsi que j'ai appris que cet érudit romain qui s'appelait Quintus Serenus Sammonicus est celui qui a inventé ce mot célèbre que tout le monde connaît à l'international. Eureka. Un mot dont on ne connaît pas toujours l'origine. De quel mot s'agit-il? Eureka? Non. Alors vous dites un mot international, c'est-à-dire que dans toutes les langues, ce mot s'utilise. Oui, franchement, oui. Hourra. Hourra, non. Youpi. Youpi, non plus. Quintus Serenus Sammonicus. Atchoum. Un érudit romain. Atchoum, non. Amen. Amen, non plus. Bravo. C'était un médecin, il faut dire au départ. Cubitus. Non. Est-ce que c'est lié à la médecine, le mot que nous cherchons? Un médecin un peu poète. Alors, lié à la médecine, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire non. À l'époque, peut-être, vous voyez. D'accord. Est-ce que ça désigne quelque chose de concret? Du tout. Mot Ah, d'accord. Du tout. Mais c'est un mot qui est devenu une sorte d'interjection, donc dans toutes les langues. Absolument. Ouille. Ouille, non. Aïe. Aïe, non plus. Bobo, non. Quintus Serenus. Maman. Non. Maman. Quintus Serenus Sammonicus. Voilà le nom d'un érudit romain que vous connaissiez, monsieur Non, pas du tout. Claudel. Salmonicus, ça fait maladie quand même. Ça. Oui, mais ça fait salmonelle. Il est auteur d'un poème didactique médical en latin qui s'appelle De Medicina Precepta et dont les versions connues sont évidemment incomplètes, mais dans lesquelles on retrouve pour la première fois ce mot. Sapristi. On est En Amazonie, c'est très utilisé. J'ai entendu Raoni se tromper pour un truc. C'est international. Saperlipopette. Saperlipopette. Pardon, est-ce que c'est un mot qu'on prononce quand on est admiratif, quand il se passe quelque chose de formidable? Admiratif, non. Quand on se fait mal. Bravo, c'est parti. Bravo, non. Est-ce que ce ne serait pas oulala? Oulala, Ariel. Quand on est surpris. Oui, est-ce que c'est quand on est surpris ou choqué? Non, surpris, choqué, non. C'est quand c'est une mauvaise nouvelle? Ah non. Quand on est triste? Quand c'est une bonne nouvelle. Non plus. Non. Alors quand est-ce qu'on dit ça? Non, le fait effectivement qu'il était médecin au IIe siècle, là on est dans les années 200, vous voyez, fin des années 100, début des années 200. Bon, il s'agit d'un poète, mais surtout médecin romain. Érudit qui va faire quelques livres de médecine. Bon, sauf que la médecine à l'époque n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, vous imaginez bien. Ah, est-ce que ce n'est pas tout simplement aïe? Ah non, c'est plus original que ça et c'est un mot dont on ignorait effectivement et voilà pourquoi je suis ravi peut-être de vous l'apprendre aujourd'hui si vous ne le saviez pas encore. C'est un mot dont on ignorait évidemment l'origine. Nous tous ici, on l'emploie plusieurs fois par jour. Alors non, ça je dirais pas que vous l'employez vous plusieurs fois par jour. C'est pas dans le langage courant. Il y a certains métiers où on l'utilise plus évidemment. Et les enfants l'utilisent plus peut-être que les adultes. Alors je sais parce que je l'ai entendu dans un discours de Kim Jong-un. C'est cornegidouille. Non. Alors attendez, les enfants l'utilisent beaucoup. Les enfants l'utilisent plus parce que c'est un mot d'enfant. Ou alors je crois que non, il est en vie là. Caca, pipi. Je crois que François a envie. Caca, pipi, je sais pas. Là il répond pas, il a un problème. À mon avis, c'est qu'il est juste trop tard. Ah oui, c'est trop tard. Il a c'est pour ça que je faisais comme si de rien n'était. Moi, je ne lui répondais pas, vous voyez. On va faire comme si on Pardon, avait rien François, entendu. non. Non, mais parce qu'en latin, caca, c'est caca, quoi. Arreux. Est-ce que les enfants disent ça parce qu'on leur apprend ce mot-là à l'école ou c'est naturellement une interjection d'enfant? Ah
non, c'est pas naturellement une interjection, c'est un mot que les parents leur apprennent. Nananer. Et c'est un mot que les adultes n'utilisent que quand ils font un métier bien précis. Et en revanche, les enfants, eux, l'utilisent pour s'amuser. Quand ils jouent dans la cour de récréation. Entre autres, à la maison, dans la cour. Nani-naner. Ah, nani-naner, non. Les osselets. Non. Et c'est d'ailleurs un mot qui est redevenu célèbre grâce à un président de la République qui en a fait un nouveau... Les pommes. Non. Je vous ai compris. Non, Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui a utilisé un mot perlimpinpin? Ce n'est pas... C'est bien ça. Mais ce n'est pas Emmanuel Macron, non. Ah, je sais. Chirac. C'est Chirac et c'est quand il dit pchit. Non. Anticonstitutionnellement. Ah non. Des carabistouilles. Ah, des carabistouilles, ça, c'est Monsieur Macron. Ça, c'est Macron aussi. Eh bien, sachez que le premier, en tout cas, à avoir utilisé ce mot, c'était Quintus Serenus Samonicus. Alors, est-ce que ce serait Saperlipopette? Ah non plus. C'est non. pour dire des bêtises, non? C'est pas regardez Bernadette, c'est John Wayne. Ah si, crac-crac. Crac-crac. Non, c'est... Ça, il l'a beaucoup fait, mais il l'a pas beaucoup dit. Abracadabrantesque. Oui, abracadabra. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Eh oui. Le mot abracadabra a été inventé par ce médecin romain au IIe siècle. C'était un mot qui globalement devait, dit-il, une formule magique qui devait guérir de la fièvre. Abracadabra, inventé par Quintus Serenus Samonicus. Les grosses têtes sont à vos côtés jusqu'à 18h sur RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et ses grosses têtes dans le grand studio. On va retrouver François Berléand, Philippe Gueluc, Philippe Claudel, Christophe Beaugrand, Valérie Mérès et Ariel Dombal. Tiens, une petite question animalière pour Brigitte Leroy qui habite Vionville en Moselle. Quel animal grisole? Le grizzly. C'est un oiseau. Non, c'est pas le grizzly qui c'est son grisole. chant, c'est son un cri. oiseau. Un oiseau, c'est vrai, oui. Alors, c'est son cri, effectivement, son chant. La grue grisole-t-elle? La grue ne grisole pas. Il n'y a pas de gr dans l'oiseau. Par Alors, exemple, le nagre. Et le hibou ulule. Oui. Ah, ça y est, c'est reparti. Voilà. Ou bien, ou hibou quand tu le mets dans une casserole d'eau à 100 degrés. Laurent, l'oiseau qui grisole est-il un gibier? Flamant rose. Laurent, remettez-vous. Est-ce que l'oiseau qui grisole est un gibier? Appelez-moi Bougrin du Bourg qu'on en finisse. Bougrin du Bourg. Est-ce que c'est un oiseau qui vole haut? Alors, c'est un oiseau qui vole, oui. Non, mais moi, je posais la question. Est-ce que l'oiseau qui grisole, Laurent, C'est ce que je viens de dire. Un oiseau qui vole pas, mais il y a des oiseaux qui volent pas. Laurent, Non, mais est-ce que c'est une poule, quoi? la poule ne vole pas. Il y a des oiseaux très honnêtes qui ne volent jamais. Alors, Laurent, 4e fois. Oui. Est-ce que l'oiseau qui grisole est un gibier? Non. Je crois que ça doit être interdit de... Alors, la palombe. la perdrix. La palombe grisole. Non, c'est un aigle. Un aigle, non. L'ortolan. Non plus. C'est joli, vous trouvez ça joli, vous? Ah, c'est joli, oui. c'est joli. La bécasse. Ah, Non, écoutez, c'est joli une bécasse. C'est très joli. je l'aurais déjà entendu grisoler ici. Laurent, ne le prenez pas mal, mais si je dis, vous nous demandez des noms d'oiseaux. Bien sûr. Et je vous en trouve. Et je les entends, monsieur Gluck. Quel oiseau grisole! C'est un petit oiseau ou un gros oiseau? Moyen? Ça dépend. Un moyen oiseau. Un moyen oiseau. C'est-à-dire qu'il sait pas trop. Ce n'est pas le merle, quand même. Oh merde alors, non. Nous en Est-ce avons qu'il y en a en vers France. chez nous, oui, ou est-ce que c'est un oiseau étranger? Ah non, il y en a par chez nous, et c'est un oiseau, c'est peut-être un des plus célèbres. Le moineau, le moineau. La buse. C'est l'hirondelle. Non, La mésange. je vais même vous dire, Un martinet. c'est peut-être l'oiseau français le plus connu internationalement. Le pigeon. L'hirondelle, Le non. corbeau. La corneille. J'avais même eu la surprise. La corneille. Je vais vous dire. Vous avez dit quoi? J'ai dit la corneille. Eh ben, c'est pas du tout ça. Ah bon. Oh, je sais Alors plus. je sais, tout simplement, peut-être le coq. Il Non, est connu. non, non. Alors, Ça dit qu'est-ce que qu'il vous alliez vole. dire, Laurent? Eh ben, il vole. J'allais corbeau, vous le dire. corbeau. Pardon. Le corbeau et Le le renard. corbeau. Non. Alors, allez-y, qu'est-ce que vous alliez nous dire? Alliez nous dire. J'allais Alliez vous nous dire dire quelque que, chose. puisque j'ai eu la chance dans cette longue et vieille carrière, est-ce que le mot est un peu fort peut-être? Déjà longue, déjà. Vieille ou carrière? Les deux. D'animateurs, d'avoir reçu des chanteurs internationaux, Ouais. et parmi lesquels il y avait Lionel Richie. Tout le monde Oui. connaît Ah, oui, Lionel oui. Richie. Ah, on a tout essayé. Et quand je lui avais demandé à Lionel Richie de m'interpréter, de me donner une chanson française qu'il connaissait, eh bien, il avait chanté... Rossignol. Alouette, gentille alouette. Alouette, gentille alouette, l'alouette grisole. Bravo.
Vous êtes capable de me chanter l'Alouette, Valérie? Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête. Je te plumerai la tête. Alouette, voilà. C'est tout ce que je connais. Et la tête, et la tête, Et la tête, et le bec. et les ailes. Voilà. Alouette, gentille alouette. Ah oui, mais par Lionel Richie, ça avait de la gueule. Ah bah oui, ça Et c'est... Laurent, vous m'avez ça, là- enduit d'erreur parce que l'alouette est un gibier qui se chasse. Ah, je pensais qu'on n'avait plus le droit de tirer sur l'alouette. Si. Ah, Non. c'est- Ma je mère crois m'a même. toujours dit ne tire pas sur l'alouette. Ah bah oui. Mais il y a des oiseaux qu'on attrape à la glu. Oui. Ça n'a rien à voir. Et non. Ça, arrêtez, alors madame. écoutez, C'est bien. pour tout ce qui n'a rien à voir, Guichet Ariel Dombal. Non, mais... Il y a eu une chanson aussi de Gilles Dreux, évidemment, très célèbre. Une alouette. pâté Ouais, d'alouette. Il faut en le pâté prévoir d'alouette, plusieurs, et il en faut un plusieurs certain par nombre. personne. Ah, le pâté d'alouette, Ouais. ça me dit quelque Et chose. ça, d'ailleurs, il y avait maintenant. une chasse traditionnelle avec ce qu'on appelle le miroir aux alouettes. Ah, mais bien sûr. Qui est une expression maintenant, hein, mais qui existe réellement. C'est-à-dire qu'il y a des miroirs, des petits miroirs qui tournent et qui attirent l'oiseau. Une toute dernière question avant notre invité du jour. Bah, tiens, on va rester dans le domaine des oiseaux parce que ça me permet d'enchaîner facilement en vous demandant le nom de cette petite corneille noire. Elle a la nuque grise, cette petite... La corneille des clochers. Vous avez bien dit la nuque. Oui, elle a... La corneille des clochers. Et on l'appelle aussi la corneille des clochers, mais quel est son autre nom, justement, à la corneille des Est-ce clochers? qu'elle n'est pas un genre tourterelle? Ah, non. La tourterelle, c'est l'oiseau préféré des anciens alcooliques qui en... Oui, et la bière sans alcool. Paul, une tourterelle. Non, c'est une petite corneille noire à nuque grise qui vit chez nous et qu'on appelle effectivement la corneille des clochers. Je crois d'ailleurs que c'est un peu son cri parce que c'est une sorte d'onomatopée, vous voyez. Elle fait ding dong, non? Non. D'accord. C'est-à-dire que son nom ressemble à son cri? Non, mais moi j'ai déjà vu son nom dans certains. C'est vrai que c'est plus littéraire que Ah, Corneille. Quasimodo. Ah non. La corneille des clochers. Ah mais je suis sûr, Monsieur Claudel, Mais que moi, vous... non, parce que je ne la connais que sous le nom de corneille des clochers. C'est pour ça que je vous ai dit ça tout de suite. Je vois très bien ce que c'est. C'est une espèce protégée. C'est mignon? Oui, c'est joli. Ah, celle-là, elle est protégée. Ah oui, alors. celle-là est protégée. Vous voyez, il s'y connaît en ornithologie. Ah oui, C'est dommage qu'il n'y ait pas Laurent Baffy parce qu'il nous aurait ce tout ne dit. sont ça. pas Voilà. les grives. Alors, Non, c'est non, Non, une corneille. C'est une corneille Le cid de taille moyenne parmi Ouais, c'est les pas très gros, les ouais. corvidés avec un plumage noir, la nuque. La nuque grise. Ok. Le gris, oui, je vois très bien, la nuque grise. Les côtés de la tête gris au reflet bleu. Ah, bah alors, c'est exactement comme Très Berléand. Voilà, c'est ça. Et là, des petites pattes. Les yeux ont la particularité d'avoir un iris qui va du bleu très clair au gris presque blanc. Ah, alors c'est le jet. Ah non, le jet jacule, il ne grisole pas. Le jet jacule? Le jet quoi? Alors là, c'est... Le jet, c'est l'oiseau bleu. Mais c'est- bien sûr. C'est l'oiseau Oui, le littéraire pan, par il y a excellence. ça, un pan. Il est omnivore. Hein, il n'est pas carnivore, celui-là. donc c'est pas Graines, un aigle. fruits, légumes, insectes, vers, escargots, Mange ce qui présente. grenouilles et même miettes des promeneurs. Ah, oui. Voilà. Un moineau. Il est assez opportuniste, vous voyez. Il pille volontiers les nids des autres. Une pie. Ah, c'est pas le chouca des clochers. Le chouca des clochers, excellente réponse de Philippe Ça Claudel. m'aurait embêté de donner 300 balles quand même. Vous voyez que le chouca vous est Parce que revenu. le chouca, c'est un corvidé, mais alpin, enfin des montagnes. Le chouca. Avec jaune. Le chouca est carnivore. Le chouca est carnivore. On Le chouca, appelle- il mange de tout aussi. On appelle Le chouca ça mange tout. le chouca ou la corneille des clochers. Bravo Philippe Claudel. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. Ah, notre invité du jour est quelqu'un qui a la chance de partager actuellement la scène avec notre camarade François Berléand. C'est au théâtre Montparnasse, c'est à 19h du mardi au samedi. Et ensemble, ils jouent des sketchs de Poiré et Serrault. Je vous demande d'accueillir Nicolas Briançon. Nicolas Briançon, qui dans le duo Je crois et Jean Poiré, alors que François Berléand, lui, joue Michel Serrault. Poiré, Serrault revivent sur la scène du théâtre Montparnasse actuellement. Poiré Serrault, extra, c'est le titre exact de ce spectacle mis en scène par Nathalie Serrault. Bonjour et bienvenue. Nicolas Briançon. Bonjour à vous, merci. Est-ce que Nathalie Serrault a évidemment un rapport familial avec Michel Serrault? Ah bah c'est la fille de Michel Serrault, c'est elle qui a eu l'idée de ce spectacle. Elle a proposé en fait le spectacle à François Berléand. Et en lui disant en gros choisis ton partenaire, et très gentiment François a pensé à moi. Mais c'est vrai que
parfois, il vous arrive, je crois, François Berléand, qu'on vous confonde avec Michel Serrault. Bon, alors, le pauvre, C'est arrivé une fois. Enfin, plusieurs fois, mais... ça vous est arrivé? Oui, oui. Il y a pas très longtemps, 3-4 ans, à Albi, il y a une dame dans un restaurant qui m'a demandé Monsieur Serrault, est-ce que vous pourriez me donner un autographe? Elle était. Et donc je lui ai dit qu'il était mort. Enfin, arrêtez toujours de. Donc j'ai fait un autographe de Michel Serrault. Et puis elle est revenue 5 minutes plus tard. Elle dit mais il est mort. J'ai dit oui, je vous l'ai dit qu'il était mort. Et puis elle m'a dit c'est quoi votre nom? J'ai dit Berléand. Oui, bah c'est pareil. C'est quand même formidable. Desproges, c'est extraordinaire. Voilà. Pierre Desproges, il faisait des trucs comme ça. J'avais vu un livre d'or, je sais plus dans quelle ville, en Alsace, je crois, où il s'était écrit « Je ai bien mangé des fautes d'orthographe partout. Je ai passé une bonne soirée, signé Marguerite Duras. » PS. Alors c'est vrai qu'on connaît bien, mieux Jean Poiret et Michel Serrault pour leur rôle respectif ou parfois leur duo dans la célèbre Cage aux folles, mais un peu moins leur sketch dont on n'a pas tant de reste, on va dire audiovisuel que ça. En tout cas, on les diffuse de moins en moins. Et je trouve que c'est une belle idée que de faire revivre les sketchs de Poiret et Serrault. Est-ce que vous accepteriez, parce que j'ai préparé ça quand même avant qu'on continue à en parler, qu'on écoute un extrait des vrais, pardon de vous dire ça, sûr, des vrais Jean Poiret et Michel Serrault. Il paraît que c'est autre chose. Voilà, Poiret et Serrault dans le permis de conduire un orchestre. Celui-là fait partie du spectacle. Il fait partie du spectacle, oui. Les sketchs reposent toujours un peu sur cette base-là. On part d'une situation qui a l'air absolument normale, et puis ça se met à partir en vrille totalement. Ça se met à délirer. Ça devient totalement absurde. Alors, faut raconter peut-être, et j'imagine que vous connaissez l'origine du duo. Comment ils se sont rencontrés, Jean Poiret et Michel Serrault? Alors je crois, je suis pas un spécialiste, mais je crois qu'ils passaient une audition au Théâtre de la Ville. Tristan Bernard. Au théâtre Tristan Bernard. Oui. Ah bon, voilà, donc au théâtre Tristan Bernard. Et ils attendaient tous les deux, ils ont commencé à se balancer des idioties et ils se sont plus jamais quittés. Et voilà, et ça a donné un premier sketch quelque part. Qui est le sketch de Jerry Scott qu'on fait d'ailleurs. Ce qui est assez amusant, c'est que ce qu'on fait, le petit exercice auquel on se livre avec François, ils ne l'ont jamais fait eux, c'est-à-dire jouer un spectacle entier de sketch. Ils avaient un sketch. Et ils le promenaient de cabaret en cabaret, et puis l'année suivante ou 6 mois après, ils en écrivaient un autre, et quand ils avaient une télé ou une radio, ils pouvaient en écrire un autre. Mais il n'y avait pas ce système de spectacle. C'était un sketch et ils changeaient d'endroit. Et alors vous êtes devenu le spécialiste de Jean Poiret, en quelque sorte. Parce que vous avez joué Joyeuse Pâques il n'y a pas si longtemps. Il se trouve que moi, quand je suis arrivé à Paris pour prendre des cours de théâtre, j'arrivais très, très, très ambitieux de textes classiques et de comédie française. Et puis un des premiers spectacles que j'ai vu, c'était Joyeuse Pâques avec Jean Poiret. Et j'ai été fasciné par Poiret, qui ressemblait à un funambule, un danseur de cordes qui se lançait comme ça. On avait l'impression que tout s'inventait devant nous au présent. Et je me suis dit que le théâtre, ça devait être ça, quoi. Qu'on devait avoir l'impression chaque fois que les choses s'inventaient devant nous et qu'elles ne s'étaient jamais passées avant. Alors, je sais pas si vous faites les antiquaires sur scène. Moi, j'ai 3, ils sont 3. Mais alors, les antiquaires, c'est un peu le début de la Cage aux folles, en quelque sorte. Et voilà, c'est vraiment le début de la Cage aux folles. Poiret, Serrault revivent sur scène actuellement au Théâtre Montparnasse. C'est à 19h parce que François Berléand, après, change de partenaire, hein, c'est bien ça mais il change de partenaire, mais je suis sidéré de le voir ce matin, aujourd'hui, là, déjà devant ce micro. Il a des journées, il a des journées de combien d'heures? C'est extraordinaire. Et François Berléand est incroyable. Mais précisons quand même qu'effectivement, le soir, à 21h, il n'est plus Michel Serrault, il est Sigmund Freud le soir. Ça change quand même. Ça change un peu, oui. Et là, c'est avec Nassima Benchikou. Et ça s'appelle Freud et la femme de chambre. Les 2 spectacles se jouent au Théâtre Montparnasse. Mais Nicolas Briançon, vous restez avec nous parce que dans un instant, je vais vous faire rencontrer d'autres personnalités. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier. RTL. La valise. La valise avec Nicolas Briançon qui est notre invité du jour. Nicolas Briançon qui joue avec François Berléand, Poiret, Serrault, extra. Et Monsieur Briançon, j'aimerais vous présenter, puisque vous êtes en duo, moi aussi mon double, car parfois je suis en duo ici aussi. Bonjour Nicolas, c'est encore moi. Mon Dieu. Avec Berléand, vous jouez Poiret et Serrault, mais nous on joue Laurent et Ruquier. C'est ça, oui.
Nicolas, vous incarnez Jean Poiret. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour cette pièce? Réussir à rentrer dans la peau de Jean Poiret ou rappeler à François Berléand dans laquelle des deux pièces il joue, s'il est Freud ou Serrault? Parce que Poiret et Freud, c'est pas pareil. Il se trompe pas le soir? Non. Je crois qu'il a, dans Freud, il a inventé une scène où il se tartine une biscotte, mais Édouard Baird, Oui. qui n'a parfois rien à envoyer à Poiret et Serrault, il faut bien dire. Oui, Laurent, bonsoir à tous. Nicolas Briançon nous rappelle que c'était mieux avant. On l'a vu dans Maison Close et paradoxalement, là où il y a des maisons closes, les gens sont plus ouverts. Et maintenant, il ressuscite Poiret et Serrault. Alors, je ne dis pas que c'était mieux avant, parce que je ne veux pas faire ce vieux. Je dis juste que avant, c'était mieux que maintenant. Voilà. C'est pas mal comme formule. Elie Semoun est venu voir. Vous le connaissez, Elie Semoun, Nicolas? Mais oui, on Briançon. était en cours ensemble chez Jean Darnel. Il a commencé chez Roger Louret avec moi il y a très très longtemps. Effectivement. Dans une petite troupe du Lot-et-Garonne. Bonjour. Peu de gens le savent, mais avec Nicolas Briançon, justement, on a commencé ensemble dans la troupe des baladins en Aguenay. Et oui, que reprise. Que n'est pas tout gour fait équipe avec des anticamistes. Ça vous étonne, Merki? Bonne journée. Le président, ex-président de la République, François Hollande, vient nous rendre visite aussi. Bonjour. Nicolas Briançon, je veux pas vous casser le moral, mais vous jouez Poiret et Serrault, et les initiales de Poiret et Serrault, ça fait PS. J'espère pour vous qu'il y aura plus de gens dans le public que sur scène. Bon courage, bonjour. Jean-Pierre Foucault pour terminer. Bonsoir à tous et bienvenue à l'élection de Miss. Non, pardon, désolé, comme d'habitude, on ne me demande la parole que pour ça. Non. Alors, Nicolas Briançon. Là, c'est les grosses têtes avec Nicolas Briançon. Merci Jean, merci Cyril Hanouna. Alors, Nicolas Briançon, il était dans les années tubes, il chantait, il dansait, déguisé en cow-boy, en Père Noël, en astronaute. C'est pas du tout la honte, c'est ce que font tous les ans les enfoirés pour les restos du câlin. Mais c'est vrai, vous faisiez ça? J'ai fait les années Twist. Avec Jean-Pierre Foucault? J'ai fait les années Twist et j'ai fait la première mission des années Tubes. Puis après, j'ai demandé à plus la faire parce que j'étais bien dans le spectacle, mais je savais pas trop quoi faire assis à côté de Jean-Pierre, qui était au demeurant charmant. Voilà. Mais j'ai fait ça, oui. Quand on est acteur, on peut jouer tous les rôles. Et maintenant, vous allez jouer le rôle de l'animateur de la valise RTL, si vous le voulez bien. Vous choisirez d'abord un numéro de 1 à 20, Nicolas Briançon. Lequel prenez-vous? Lequel choisissez-vous? Il faut que je le dise ou... Ah oui. C'est pas un tour de magie. Oui, d'accord. Est-ce que vous me recevez, Nicolas Briançon? Alors le 7. Le 7. On va appeler Jackie Couchane. Jackie Chan? Non, Couchane. Pardon, d'accord. Il habite à Chalon-sur-Saône, Jackie. C'est pas une adresse pour Isabelle Mergo, ça. Jackie Couchane à Chalon-sur-Saône. Jackie Couchane, non, c'est pas pour Besniard non plus. Ça sonne chez Jackie Couchane. Jackie Couchane. Non. Ah oui. Ah oui. Oui, Jackie. Ah, c'est ton fils. C'est son fils. Ça marche quand même? Attendez, Michel. il faut que je me renseigne. Ça marche quand même. Alors, si vous êtes son fils, est-ce que vous pouvez me donner le chiffre de la valise RTL? Le contenu même. Et le contenu, oui. Le contenu de la valise RTL. Oui. Il est où, Jackie? Et il est où, Michel? Alors, moi, je suis son fils. Mais... Alors, Michel, elle n'est pas là, Michel. Vous, comme dirait l'autre, vous êtes le fils à Jackie. Et oui, je suis le fils à Jackie. Eh oui. Et alors, Jackie, il a pas noté la valise? Vous avez pas un petit mot quelque part? Si, attendez, bougez pas, je regarde. Attendez, on l'écoute tous les deux, c'est pour ça. Ah, très bien. On a cru qu'il était mort. Qu'est-ce que vous écoutez tous les deux, qu'on sache un peu, qu'on voit? Il écoute de son côté RTL, et puis moi aussi au boulot, en fait. Très bien, mais quelle émission sur RTL? Vous, principalement, bien évidemment. Oui, vous, nous, très bien, mais quelle émission alors? Qui nous? Les grosses têtes. Eh ben voilà, dites-le. Alors... C'est bien quand c'est spontané comme ça. Alors, Jackie, on vous écoute pour le contenu de la valise. Alors, moi, j'ai 1030 €. Combien vous dites? 1030. 1030, non. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est pas la bonne semaine. Vous avez perdu la valise de cette émission. Ça démarre mal. Ah, ça démarre mal. C'est pas 1030. C'est pas loin, mais c'est pas 1030. Il a plusieurs chances ou pas? Oui. Ah bah... mais de quoi je me mêle? En principe, non, mais bon.
Ariel, alors, elle est en pleine forme aujourd'hui. Hein. Alors, une deuxième chance, peut-être. Grâce à Ariel. Voilà. Est-ce qu'on peut commenter parce qu'il n'est pas le contenu, non? Comme Ariel. Eh oui, je vois que vous écoutez bien l'émission, mais... Vous avez droit à 5 chances. Et c'est dommage parce que dans la valise RTL, il n'y a qu'une somme d'argent et une chose. Elle est assez légère pour l'instant, la valise. Ah non, je l'ai pas. Moi, j'ai pas mal de choses, j'ai au moins 5 choses, donc je pense qu'elle a été gagnée. Ah oui, donc vous n'avez pas la même valise. Il y avait 1033 € à 3 € près. Mais oui. Mais il y avait aussi le parfum, le secret d'Ariel dans la valise RTL. Je ne savais pas qu'on a mis le parfum d'Ariel. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça fait 2 heures et demie qu'elle savait plein de choses qu'elle savait pas. Donc il n'a pas gagné le monsieur. Ah non, le parfum, le secret d'Ariel. Et qu'est-ce qu'on rajoute alors maintenant? Alors, le secret d'Ariel par Mauboussin est dans la valise RTL. C'est un magnifique parfum, en plus des 1033 €. Et vous avez raison, cher François. On va ajouter quelque chose. On va ajouter un combi ampli enceinte et micro de la marque Perkins. Produit unique sur le marché. Il combine toutes les qualités des enceintes du même type. Amplificateur 100 watts de qualité professionnelle, batterie longue durée, micro HF, jusqu'à 10 heures de show possible avec cette combi ampli. Vous êtes chanteur, guitariste, conférencier, amateur de karaoké. Vous apprécierez le Rodi de chez Perkins que j'ajoute dans la valise RTL. Et puis quant à vous, Jackie, on va vous envoyer une montre RTL, d'accord? Parfait, merci. Et puis peut-être... Mais c'est pas Jackie, hein. C'est pas Jackie, non. C'est le fils à Jackie. Mais comment il s'appelle? Il n'a pas dit son nom. C'est le fils à Jackie. Alors moi c'est Mathieu. Mathieu. Voilà, Mathieu. Ok, Mathieu. Mathieu, est-ce que vous montez à Paris de temps en temps avec Jackie? Ah on peut, ouais. Parce que peut-être que François Berléand et Nicolas Briançon... Non, François Berléand ne veut pas offrir de place. Ah non, Berléand, il aime pas trop la gratuité. On lui fait 10%. Je savais pas ça. Non, il est... On lui fait 10%. Alors... sur le plein tarif. On l'invite. Écoutez, Serrault veut pas, mais Jean Poiret veut bien. Nicolas Briançon, qui était notre invité du jour, vous offre 2 places pour le théâtre Montparnasse. Non seulement pour Poiret et Serrault à 19h, mais aussi pour Freud et la femme de chambre à 21h. Ah, ça fait beaucoup. Ça fera les pieds à Berléand. On vous embrasse. Et on remercie encore Nicolas Briançon d'avoir été notre invité du jour. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes.